Bien, je crois qu'on va démarrer. Je crois que les personnes nous joindront en cours de route. Donc, bonjour à tous. Pour ceux que je ne connais pas, donc je me présente rapidement. Je suis Éric Aumaître, responsable des relations entreprises pour la ville de Courbevoie, pour le développement économique, et également pour le territoire Paris-Ouest La Défense. Je vais rapidement, avant de laisser la parole à Frédéric, que je remercie vivement pour animer cet atelier de ce matin dans le cadre du guichet numérique de l'entrepreneuriat, puisqu'il est devenu numérique depuis ce Covid. Et on va balayer rapidement les ateliers à venir dans le cadre donc, du guichet numérique de l'entrepreneuriat. Donc, c'est un dispositif que nous avons lancé depuis maintenant presque 5 ans. Et les prochains ateliers ou réunions que l'on propose donc, sont en ligne sur le site attractif Courbevoie, qui est le site du développement économique de la ville de Courbevoie. Donc, le 26 mai prochain, de 10h à 12h, on a ce qu'on appelle le café des entrepreneurs. Donc, le café des entrepreneurs est un café habituellement qu'on réalise physiquement dans nos locaux. Donc, autour d'un café, viennoiserie, et les créateurs d'entreprises et les jeunes entrepreneurs viennent échanger autour d'un café. Donc, c'est ouvert de 10h à midi. De la même manière, on le propose d'une façon dématérialisée. Donc, de 10h à midi, le mardi 26, on se retrouvera sur Zoom et on fera un tour de table des personnes présentes à ce café des créateurs. Et on aura également la présentation de 2 acteurs qui seront au cœur de cette matinée, qui nous présenteront et leur activité et leur rôle également dans l'accompagnement des entrepreneurs. Donc ça, c'est le mardi 26 et c'est sur inscription sur le site donc, du développement économique de la ville de Courbevoie. Mercredi 27, atelier numérique de 10h à 12h également. Donc Google My Business, comment développer ma marque sur le moteur de recherche. Donc avec Jackie Lachereste qui interviendra avec nous dans le cadre de ce guichet numérique. Ensuite, on bascule sur le début du mois de juin. On va peut-être pas tout balayer, mais début du mois de juin, donc on a un atelier collectif stratégie commerciale. Comment savoir vendre quand on n'aime pas ça, avec Alain Mulleris. Donc c'est le mardi 2, toujours sur inscription. Alors on n'a pas mis les horaires, mais c'est toujours du 10h, 12h. Jeudi 4 juin, le workshop communication, planifier sa communication pour passer à l'action. Donc un atelier donc, animé par Prisca Lepron de Brandis, donc, qui a rejoint tous les acteurs qui animent ce dispositif. Et le mercredi 10, un workshop également, coaching commercial, remise en forme commerciale, post-confinement, animé par Roland Timonier de Yaka Conseil. Donc ces 2 derniers ateliers, du jeudi et du mercredi, sont des workshops. Donc ce sont des groupes de 10 à 12 personnes maximum et qui sont vite pris d'assaut. Donc si vous avez un intérêt dans ce cadre-là à participer à ces workshops et que vous êtes du territoire Paris-Ouest La Défense, vous pouvez vous inscrire. Est-ce qu'il y a autre chose derrière? Oui, donc le jeudi 11, à vos marques créées. Donc c'est spécifiquement dans le pack création, donc c'est pour ceux qui ont une idée, un projet. Donc c'est un groupe de travail à vos marques créées, animé par Philippe Duplan, donc qui balayera toutes les étapes de la création d'entreprise. C'est également donc sur inscription le 11. Tous ces ateliers du mois de juin seront en ligne d'ici, je pense, la fin de la semaine ou début de semaine prochaine. Ils sont en ligne? Ok, merci. Jeudi 18 juin, rendez-vous des entrepreneurs. Donc, on a cette année un rendez-vous des entrepreneurs un peu spécifique, puisqu'habituellement, on réalise ce rendez-vous chaque année au mois de juin où on accueille une réussite entrepreneuriale. Cette année, on va le faire d'une manière dématérialisée, puisqu'on ne pourra pas accueillir 150 à 200 personnes dans notre salle comme on le fait habituellement. Donc, on invitera Steve Aboureli, donc, qui est le cofondateur de Doctolib, qui viendra expliquer son parcours d'entrepreneur. Et on réalisera cette rencontre en live vidéo sur le site du développement économique et sur inscription, bien sûr, en ligne. Jeudi 18, un workshop stratégie digitale, Twitter Ads, lancement d'une première campagne, donc animé par Guillaume Fakir d'Experisme. Donc, je répète bien, tous ces ateliers sont sur inscription, y compris le rendez-vous des entrepreneurs. Et enfin, pour conclure, on maintient nos rendez-vous téléphoniques individuels à distance avec tous nos partenaires, que ce soit la BGE, que ce soit APAR, HDSI ou autre. Tous nos rendez-vous sont maintenus d'une manière téléphonique ou en visioconférence.
vous n'avez qu'à prendre le contact téléphonique de ma collègue au 01 71 05 72 17 pour prendre un rendez-vous. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci à tous. Passez un bon atelier. Frédéric, c'est à toi de jouer. À tout à l'heure. Merci Eric. Donc voilà, là, cet atelier-là, c'est un atelier un petit peu générique. On parlera plutôt de gérer sa relation client au sens large, à la fois client et prospect dans le contexte du Covid. Donc, je vais essayer de vous donner des petites astuces pour essayer de tirer votre épingle du jeu, parce qu'on a échangé un petit peu avant ce début du webinaire avec quelques-uns d'entre vous. Ce n'est pas facile et le business est un petit peu au ralenti. Donc, je me présente, Frédéric Cannevette. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le marketing. J'ai un blog qui s'appelle conseilmarketing.com, qui est mon blog perso, qui existe depuis 2006. Donc, en fait, c'est un petit peu mon atelier, mon labo, où je m'amuse pas mal. Et je suis également product manager dans le B2B. Et donc, cette double activité me fait que je suis à la fois capable de montrer des exemples qui sont issus de freelance, mais également des exemples qui viennent d'entreprises qui ont un petit peu de moyens et un petit peu de budget. Donc, qu'est-ce qu'on va voir au cours de ces 2 heures? En fait, c'est simple. On va faire une petite introduction sur les impacts. Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça va changer? Et donc, comment exploiter cette situation inédite et pourquoi vous devez un petit peu changer votre manière de penser, revoir vos personas, revoir votre offre, etc. Et donc, ensuite, j'ai vraiment divisé ça en 4 grandes parties. La première partie qui va être adapter ses offres, revoir sa communication, utiliser les bons outils et travailler la conversion. Alors, conversion physique, mais également conversion online. On verra ça ensemble parce qu'il n'y a pas qu'Internet dans la vie. Il faut aussi convaincre en face à face et en particulier quand on vend des solutions. L'aspect relationnel est super important et je donnerai quelques pistes. Alors, je ne vais pas vous faire un discours complet sur la vente, mais vous verrez, il y a quelques petites astuces simples à mettre en place. Et à la fin, donc, bien sûr, on fera un petit tirage au sort. Eric fera gagner 4 formations vidéo. Donc, je vous ferai gagner une formation continue sur le web marketing, le gros hacking et tout ça, et une formation dédiée à LinkedIn. Donc, 2 formations que vous pourrez comme ça gagner. Il y en aura 4. Donc, c'est bien sûr réservé au présent. Donc, restez jusqu'au bout et puis le tirage au sort se fera. Voilà. Pour les questions, n'hésitez pas, posez-les directement via le chat et j'essaierai de faire une petite pause à chaque fin de partie pour prendre 1 ou 2 questions et les adapter. Voilà. Alors déjà, comme je disais, la petite introduction, c'est le contexte. Voilà. Il faut un peu revoir sa communication. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Il y a eu un avant Covid, il y a eu un pendant qui était souvent compliqué pour certaines personnes. Et maintenant, on est dans l'après. Et donc, voilà, ça a vraiment beaucoup changé. Il y a certaines personnes pour qui ça s'est bien passé, d'autres où c'est plus compliqué. Et on va essayer un petit peu de trouver des bonnes solutions. Je me suis amusé hier à faire un petit sondage sur, en fait, qu'est-ce que vous pensez des impacts en fait, du Covid? Et c'est vrai que j'ai fait ce sondage auprès de LinkedIn, j'ai eu comme quasiment 200 votes. Et c'est vrai que là, on voit très bien qu'il y a quelques tendances qui se mettent en place. La première, c'est la réduction de coûts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 2 choses. Comme à chaque fois, le symbole chinois crise, qui veut dire crise et opportunité, ça veut dire 2 choses. La première chose, c'est la partie crise, ok. Réduction des coûts, c'est-à-dire que les personnes vont faire attention à leur budget et donc certaines dépenses vont être réduites ou on va se prioriser sur des choses qui sont importantes. La partie opportunité, c'est se dire, ok, il y a une réduction des coûts, mais ça veut dire que les personnes qui arriveront à positionner leur offre dans la stratégie des entreprises qui est réduction du coût, à ce moment-là, en fait, elles vont tout simplement pouvoir sortir leur épingle du jeu. Donc, je vous invite à vous dire, OK, on verra tout à l'heure, comment vos offres peuvent être adaptées pour tout simplement répondre à ces nouveaux enjeux, en particulier la réduction des coûts. Sorry? Excusez-moi, il faudrait couper vos micros, s'il vous plaît. Alors, autrement, je crois qu'on peut faire on peut mettre en mute tout le monde. Tu peux mettre en mute. Hein. Alors, je vais essayer. Alors, hop, je vais mettre en mute tout le monde, muet tous, voilà. Merci. Hop. Tac, c'est fait comme ça, en fait, on va être plus tranquille. Donc, j'ai mis tout le monde en muet et c'est fait. Donc, voilà, donc il y a cette tendance-là, elle est importante de se dire, OK, d'accord, il y a une réduction de coûts, il y aura moins de budget, etc., etc. Mais si j'arrive à placer mes offres et mes solutions
dans ce contexte réduction des coûts, je vais au contraire devenir une offre intéressante. Deuxième chose importante, la fidélisation, donc sécuriser son business avec les clients, c'est également une priorité. Donc, si vous pouvez positionner encore une fois votre offre là-dessus, vous pouvez dire, OK, moi, en fait, je vous aide à atteindre vos objectifs. Et bien entendu, après, un peu des trois, hein, réduction de coûts, fidélisation et un peu de prospection, c'est ce qui compte le plus. Voilà, donc c'est pour vous dire, pensez bien aux deux choses et on verra juste après comment repositionner son offre. Mais avant, je voulais quand même parler de la posture. C'est vraiment important parce qu'en fait, dans un contexte qui est difficile comme celui-là, son business, il est un peu au ralenti, l'activité n'est pas facile et parfois on a tendance un petit peu, surtout quand on est entrepreneur et qu'on est solo, on a tendance un petit peu à rester dans sa bulle, on est enfermé et le moral peut en prendre un coup. Donc en fait, ce que je vous invite à faire, c'est réfléchir à la posture. Il y a un excellent livre que je vous conseille, qui s'appelle « Changez vos questions, changez votre vie » de Marie Adams. C'est un bouquin en fait que j'ai lu et qui est vraiment intéressant parce qu'elle permet de changer sa manière de penser et ça, de changer surtout son discours intérieur. Par exemple, je connais beaucoup de gens qui se disent « Ah, quelle galère !» « Ah, le Covid-19, quelle galère, c'est vraiment le compliqué. » Ou alors qui disent « J'en ai marre, ça n'arrive qu'à moi, j'ai encore un client qui m'a claqué dans les bras, etc. etc. » Il faut plutôt repenser sa manière de voir le problème en disant c'est pas quelle galère, mais comment je dois faire pour tirer parti du contexte. Par exemple, tout à l'heure, Victor, c'était une réflexion qui était vraiment intéressante, c'était se dire oui, j'ai un ralentissement de mon activité, mais j'ai passé mon temps à mieux positionner mon offre, à travailler mon réseau, à me dire qu'est-ce que je faisais au niveau de ma communication, etc. etc. Donc là, en fait, on part d'une dynamique qui va être différente en disant voilà, je ne vais pas m'en sortir, je suis sous l'eau, etc., à une dynamique OK, c'est un moment compliqué. Comment je vais faire pour en tirer le meilleur? Voilà. Et ça marche pour toutes les situations. Un exemple, moi, je loue un appartement et en fait, j'ai à peine un mois, en un mois et demi après la mise en location, il y a le ballon d'eau chaude qui a pété. Il y a la fenêtre qui prend l'eau et je me disais merde, c'est pas possible, c'est vraiment pas de chance. Et après je me dis non Fred, change ta manière de penser et dis ok, en faisant cet investissement là, en rénovant l'appartement, blablabla, tu vas en fait donner de la valeur et tu vas conserver plus de valeur à ton bien. Et là hop, ça change un peu la mentalité. On dit oui, ok, je passe en action. Le but c'est vraiment de passer en action. Et pareil, c'est aussi changer sa manière de penser avec les autres, passer du jugement en passant à l'empathie. Bien sûr, le simple fait de se dire c'est la faute de qui, mais dire ok, comment on fait pour changer cela, mais aussi ça passe par vos clients. Toutes les entreprises qui disent non, mais les clients ils comprennent rien. Les clients ils sont cons, ils comprennent rien. Ça c'est quelque chose qu'il faut surtout pas se dire, mais dire comment je vais faire pour que ça soit plus clair. Pourquoi ce n'est pas plus clair? Il faut changer ce mindset là et tout de suite en fait on arrive à orienter ses offres clients. Et pareil, au titre personnel, même moi je l'ai appliqué après la lecture de ce bouquin-là, c'est parfois même à titre personnel avec son épouse, etc. Ou alors même ses collègues, comment je peux avoir raison, comment je peux le convaincre. Mais c'est plutôt quelle est sa manière de penser, comment on peut trouver une solution qui va être gagnante pour lui, gagnante pour moi. Et en pensant là-dessus, on se dit plus, tiens, je veux imposer mon discours et je cherche en fait la manière de trouver une solution. Et on est vraiment orienté client et orienté solution. Donc voilà. Donc ce bouquin-là, je vous invite à le faire. C'est un bouquin qui sera super utile pendant une période compliquée comme celle-ci. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir actionner les bons leviers, comme je disais, adapter les offres, maintenir le lien, ne pas rester seul et optimiser son cycle de vente, c'est les éléments essentiels. Donc première chose, adapter ses offres au contexte du déconfinement. Donc nouvelle situation, comme je disais, avant, après, pendant. Donc en fait, je pense qu'il est essentiel de revoir ses personas. Les personas, c'est ses clients types, son avatar. Je pense que les besoins de mars 2020 et de mai 2020 sont plus du tout les mêmes. Il faut absolument revoir vos personas et votre client type en se disant mais comment les contacter? Maintenant qu'il n'y a plus le réseau physique, comment je vais faire pour les contacter? Où est-ce qu'ils sont maintenant que je ne peux plus aller les voir en direct? Quelles sont leurs nouvelles préoccupations? On a parlé tout à l'heure, c'est la réduction de coûts, c'est la fidélisation. Par exemple, si je reviens sur le problème de Victor, c'est les gens ne vont plus pouvoir montrer leurs produits, ils ne vont plus pouvoir montrer leur savoir-faire, ils ne vont plus pouvoir participer à un salon. Moi, ce que je pourrais dire, je vous propose de vous inviter dans le salon de vos clients. Et donc, au lieu d'être en face à face avec les gens sur un salon, vous pouvez par exemple faire une vidéo qui montre comment vous produisez vos produits, pourquoi vous faites du Made in France, etc., etc. Et faire une vidéo que vous allez pouvoir diffuser donc, sur les réseaux sociaux, YouTube Ads, Facebook Ads, etc., etc. Montrer aussi à vos prospects comment vous travaillez, votre valeur ajoutée.
Voilà. Et également convaincre. Convaincre, c'est vous voulez être plus convaincant en vente. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être peut-être faire des témoignages de clients. Et je vais me reconcentrer sur un truc comme ça en disant, tiens, vous, en mettant un témoignage client sur une page Internet ou un site Internet ou dans une plaquette, etc., un témoignage vidéo, vous avez plus de chances de convaincre. Et si vous envoyez un message à vos clients qui sont pour l'instant inactifs, en disant, voilà, on sait que c'est compliqué. Une des clés pour convaincre vos clients d'acheter maintenant, c'est de leur dire, regardez, j'ai un client qui est super content, il a réussi à faire ceci, cela, et donc je passe des vidéos classiques aux vidéos témoignages clients. Et je vous fais un forfait, etc., etc. Voilà, les nouvelles préoccupations, que vont-ils vouloir, hein, quelles sont leurs peurs, leurs rêves? Et donc, en agissant comme ça sur l'émotion, qu'est-ce que vous pouvez faire sur leurs peurs? Souvent, ce qui est le plus important, c'est le levier, c'est la peur. Ce n'est pas forcément comment dire, ce qu'on va apporter en plus, mais qu'est-ce qu'ils vont manquer? C'est ce qu'on appelle en fait, il y a des produits entre guillemets vitamines et des produits médicaments. Un produit médicament, en fait, c'est un produit qui va guérir et qui va en fait pouvoir résoudre une situation. Et ça, c'est les offres qui marchent le mieux parce que les gens, quand ils ont un problème et qu'ils veulent trouver la solution, ils sont prêts à payer. Et de l'autre côté, ils ont les produits vitamines qui sont les petits must-have. Oui, si on peut faire ça, c'est mieux, etc. Et si vous avez un produit entre guillemets vitamines, c'est beaucoup plus difficile de le vendre, tandis que si vous avez un produit médicament qui corrige un problème et qui est là pour apporter une solution à un problème important, là, tout de suite, vous avez beaucoup plus d'attention de la part des gens. Donc, à vous de réfléchir. Pour vos clients et prospects, refaites ces petits exercices-là. Hein. Ça ne prend pas très longtemps, ça prend une demi-heure, une heure, à dire, OK, quels sont mes problèmes? Où je peux les contacter? Où est-ce qu'ils sont, etc., etc. Et de repenser votre offre, comment vous allez pouvoir la revoir avec ce nouvel éclairage. Et bien entendu, avant, vérifiez vos idées. Souvent, il suffit de demander. Reprenez contact avec 4-5 clients, pas plus. Généralement, 4-5 clients, vous appelez au téléphone et voilà, je voulais savoir un petit peu comment ça allait. Est-ce que vous avez 5 minutes pour discuter avec moi et discuter un petit peu voilà, comment ça se passe et repasser un petit peu les problèmes, les problématiques et notez-les. Et surtout les mots qu'ils emploient. Parfois, en fait, c'est des mots qu'il faut réutiliser et des mots qui vont faire un déclic. Voilà. Et autrement, si vous avez une base client et que vous travaillez plutôt dans le B2C, testez en fait vos offres. C'est très simple, moi je le fais régulièrement. Quand j'ai une idée, tiens, je ne sais pas quelle offre je vais sortir. Je leur dis, tiens, j'hésite à sortir deux produits, un produit A ou un produit B, qu'est-ce que vous en pensez? Et je fais un simple formulaire avec un Google Forms. Google Forms, c'est un outil de Google qui permet de faire des formulaires. Hein. Là, vous allez, voilà, je vous montre dessus. Voilà, vous allez sur Google Forms. Vous faites un simple questionnaire et ça prend vraiment 5 minutes. Vous faites votre questionnaire. Et en fait, avec Google Forms, vous allez pouvoir, comme ça, directement poser la question et avoir directement peut-être même des précommandes. C'est intéressant de se dire combien de personnes sont intéressées, est-ce que vous voulez faire une précommande? Et à ce moment-là, vous pouvez même faire un lien de paiement ou un lien vers un rendez-vous si vous souhaitez. Voilà. Donc, faire évoluer ces offres. Donc, en quoi le contexte du Covid va faire que votre offre sera en phase avec les objectifs des clients. Donc, on a parlé d'économie, de ceci, cela, de ne pas pouvoir toucher les gens en physique, mais comment vous allez pouvoir le faire. On parlait tout à l'heure de Cathy. Cathy, ça peut être intéressant de se dire, voilà, vous n'allez pas pouvoir participer à un salon, vous n'allez pas pouvoir voir les gens, envoyez-leur un petit magazine, un petit flyer par la poste, parce qu'on sait que les gens, ils sont coincés chez eux. Et donc, je vous propose de communiquer comme ça, de manière originale, parce que des produits sur Internet, on a tellement de publicité, on en voit partout. Par contre, si vous recevez un petit magazine qui est bien fait, comme je disais, un témoignage client, un machin, ceci, un cela, et bien là, tout de suite, vous allez faire la différence. Et vous pouvez même enrichir votre prestation en disant, mais attendez, je sais que c'est compliqué d'avoir un témoignage client. Je vous propose d'appeler 2 de vos clients et en fait de faire moi-même la rédaction du témoignage. Et donc, j'ai une offre comme ça, un petit flyer A4 avec peut-être plutôt un petit livret, format donc A4 divisé par 2 et A5. Voilà. Et donc, disant, voilà, je mets une présentation, vos actualités, un témoignage client et une offre spéciale Covid. Et là, je vous propose quelque chose de simple et qui est vraiment en phase avec les nouvelles préoccupations des clients. Donc, pourquoi aussi devrait-il acheter vos produits plutôt qu'un autre? Ça aussi, c'est important. Ça, c'est pourquoi, en fait, votre offre est importante. Et ce n'est pas uniquement par rapport à vos concurrents, c'est par rapport au contexte. Parce que là, dans la restriction des budgets, les gens vont se dire clairement, j'ai un budget de temps, je dois réduire mes coûts. Ce n'est pas forcément vous ou un concurrent qui vont choisir, mais se dire, est-ce que cet outil est vraiment indispensable pour moi? Et donc, ça, c'est vraiment important. Et si vous avez des concurrents, comment accentuer vos différences? Pourquoi vous êtes différent et pourquoi vous êtes vraiment unique sur votre marché?
Alors, je vous donne des exemples. Là, en fait, durant la période de confinement et après, nous, on a sorti en fait entre guillemets, les offres solidaires. Parce qu'on savait très bien que c'était compliqué d'aller conquérir de nouveaux clients dans ce contexte-là. Et on s'est dit, on va se concentrer sur nos clients. Pourquoi? Parce que nos clients ont une oreille attentive, ils nous connaissent, ils connaissent notre manière de travailler, ils ont déjà une partie de nos produits, etc. etc. Et donc, il faut sortir des offres qui sont adaptées au contexte du Covid et surtout pas déceptives. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des sessions de brainstorming avec donc, le DG, moi, d'autres personnes de la production. Et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de manière simple qui va aider les gens? Et c'est vrai que les personnes de la production étaient liées en fait aux clients. Ils disaient, ouais, tiens, il y a des clients qui m'ont demandé ça. Ah ouais, mais peut-être qu'on peut industrialiser cette offre. Et on a fait en fait un rappel sur tout ce qui était utilisation de logiciels de centre de contact avec le travail à distance. On a mis en avant tout ce qui est push SMS pour envoyer des alertes aux personnes sur chez eux dans un contexte Covid. On a fait en fait l'enquête RH puisque les gens ils sont coincés chez eux et donc en fait quand on est collaborateur on est un petit peu perdu, etc. Et donc c'est important d'avoir une mesure du moral des équipes en fait. Voilà. Donc ça, c'est un truc simple. Faites un petit brainstorm. Si vous êtes tout seul, voilà, c'est revoir vos offres. Mais si vous êtes plusieurs dans l'entreprise, dites-vous, OK, comment peut-on faire? Et c'est vraiment important de jouer sur l'intelligence collective pour se dire, finalement, moi, en pensant à ça, j'ai pensé à ça, mais toi, tu penses à ça, etc. Alors, je pense que vous êtes beaucoup de créateurs d'entreprises solo, mais peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont essayé ça. Est-ce que parmi nos chers participants, est-ce que vous aussi, vous avez fait ces petites sessions de brainstorming? Je pense que Eric l'a fait avec ses équipes pour parler des ateliers numériques, en se disant comment on peut faire pour transformer les cafés les cafés physiques en cafés numériques. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Donc, important, réfléchir, brainstorming, penser à plusieurs. Et donc, je vous donne quelques exemples vraiment de mon quotidien qui ont montré comment en fait des personnes ont revu leurs offres et revu en fait leur manière de penser dans la vraie vie. Alors, bien sûr, moi, à côté de chez moi, il y a quelques restaurateurs que je connais bien et avec qui j'ai l'habitude de travailler, un restaurant japonais, etc. Et c'est vrai qu'ils se sont dit, OK, on va se mettre à vendre sur les sites comme Just Eat, Deliveroo, etc. C'est un premier moyen très simple. On a également une des amies de ma femme qui a un magasin de jouets. Et puis, c'est vrai que pour elle, hop, l'activité s'est totalement arrêtée du jour au lendemain. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé par appeler au téléphone ses meilleures clientes en disant, tiens, voilà, vos enfants sont coincés à la maison, ils s'ennuient. Moi, j'ai une sélection de jeux, vous allez voir, ils vont pouvoir s'amuser, apprendre des choses intelligentes, etc. Donc, elle a repensé son offre en disant, non, mais je ne vends pas des jouets, mais je suis là pour occuper vos gamins à la maison en leur donnant des jeux intelligents et pas qu'ils regardent la tablette toute la journée. Elle utilise également son répertoire téléphonique, ses adresses email et sa page Facebook pour aller communiquer en fait toutes les personnes qui avaient liké, commenté des posts parce qu'elle n'avait pas le numéro de téléphone de beaucoup de monde. Par contre, elle avait quelques emails et sur sa page Facebook, elle avait tous les fans de sa page qui ont liké les commentaires, elle les a contactés un par un pour leur envoyer un petit message. Et après, elle faisait en fait des rendez-vous. Et par exemple, elle a utilisé une petite application que je vous invite à utiliser, que je trouve très sympa, qui s'appelle Calendly, qui est une application en fait qui permet en fait d'exposer son agenda sur Internet. Et quand on est coach ou formateur, c'est vraiment intéressant parce que vous allez synchroniser votre agenda avec alors je sais pas, je suis pas connecté. Vous allez synchroniser votre agenda avec Calendly. Et en fait, vous allez pouvoir l'exposer sur Internet et les gens vont pouvoir prendre des rendez-vous et même éventuellement payer parce qu'on pouvait mettre un lien avec PayPal et les gens peuvent directement commander. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, tiens, je vais ouvrir ma boutique sur demande, là, dans la période de confinement. C'est-à-dire qu'on réserve un créneau de 9 h à telle heure. La personne vient à la maison, elle regarde la boutique toute seule en VIP et tac, en fait, elle peut le faire. Voilà. Et bien sûr, c'est misé sur les communications de la mairie qu'elle avait fait. J'ai également une amie qui est artiste peintre et c'est vrai qu'elle aussi, elle a subi le ralentissement pendant toute l'activité. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a revu un petit peu son business en disant, voilà, redécorer un petit peu votre appartement en mode confinement, c'est le moment. Elle a vendu surtout des reprographies et pas des originaux. Et elle s'est mise aussi à vendre des livres numériques sur l'artiste. Alors, c'est bien sûr qu'un complément de revenu parce qu'on ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain, mais elle a créé comme ça des bouquins, la galerie et l'artiste, le style et l'artiste, etc., pour générer des revenus et repenser son activité. D'autres consultants, je parlais tout à l'heure avec Victor de Christophe Train, qui est caméraman dans la vie physique, qui fait aussi de la vidéo par drone, etc.
Et en fait, il s'est recentré pendant cette période de confinement sur tout ce qui est vidéo en ligne sur les réseaux sociaux, mais également digitaliser son marketing avec l'usage des réseaux sociaux et en particulier Instagram où il était vraiment très performant, etc. Donc voilà, comment je peux revoir mon activité. Et dernier clin d'œil, ça c'était donc un prof de Zumba qui était un peu coincé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis en fait dans les groupes WhatsApp des parents qui échangeaient sur les écoles, etc., etc. Et il faisait des cours de Zumba par Zoom. Et ensuite, bah voilà, il prenait régulièrement des connaissances avec les gens. Et c'est vrai que ma femme s'est dit, bah, tiens, le cours est vachement sympa. J'aimerais bien continuer après le confinement, mais cette fois en physique. Donc voilà, donc il faut se dire comment, là c'était plus une vente en deux temps, c'est montrer en fait son activité, comment c'est intéressant, donner goût aux gens et ensuite passer en mode payant. Alors le plus important, c'est de maintenir l'offre parce que si on s'arrête tout d'un coup en disant voilà, le confinement c'est fini, on arrête tout, ça ne va pas. Il faut bien se faire une transition et dire voilà, maintenant je vous propose de se revoir en direct et continuer encore un tout petit peu ces cours. Il faisait ça par exemple le samedi à 16h. Nous, on l'a fait également en digitalisant nos offres. Par exemple, quand on s'est retrouvé début mars, comme tout le monde, en disant waouh, il va y avoir le confinement, il n'y aura pas le confinement, on avait un salon qui est vraiment essentiel pour nous, c'est le salon stratégie client, c'est une fois dans l'année, c'est le salon sur la relation client. C'est là où on va vraiment générer plusieurs centaines de leads dans la journée, dans les 3 jours. On s'est dit bah, comment on va pouvoir faire? On a digitalisé notre communication et on a créé un événement en ligne. Et donc, on a fait un web séminaire comme celui-ci là, sur 4 jours, enfin sur 2 jours, avec 4 clients. Et donc, on a été chercher un recrutement maximal. Donc, en fait, je vous montrerai tout à l'heure comment j'ai fait. Et donc, on a travaillé sur notre base et on a fait surtout de l'éducation parce qu'on a parlé certes des offres Covid, entre guillemets, hein, c'est des offres spécialement dédiées au contexte. Et on a fait de l'éducation sur après parce que les gens se disent, mais le monde d'après, qu'est-ce que vous allez faire après? Et donc, en fait, on était vraiment là-dessus sur comment utiliser ces solutions de centre de contact pendant la crise, comment mieux contacter ses clients, etc. etc. Et ensuite, bah voilà, comment ça allait aider après. Et je vous montrerai comment j'ai fait plus de 25% des inscrits à mon web séminaire grâce en fait à une prospection sur LinkedIn. Je vous montrerai un cas pratique. Voilà. Donc ça, c'était la première partie. Hein. C'était vraiment adapter ses offres, repenser ses personas. Alors, est-ce qu'il y a peut-être une petite question? J'essaierai peut-être d'en prendre une ou deux. Et ensuite, je passerai à la deuxième des parties sur les 4. Alors, le support sera-t-il adressé? Oui, en tout cas, moi, je vous l'adresserai. J'ai même préparé un petit lien ici, WeTransfer, que je donnerai à Eric juste après. Donc, normalement aussi, la conférence est enregistrée. Oui. Donc, s'il y a une question, n'hésitez pas. Hein, je suis vraiment à votre dispo. Bon, bah, je pense que j'ai été à peu près clair, mais n'hésitez pas. Si vraiment repenser ses personas, repenser son offre, ça, c'est essentiel. Voilà. Et si vous ne faites pas ça, vous arriverez avec une offre qui va être déphasée. Vous allez utiliser un vieux discours qui ne va pas faire mouche et les gens vont dire non, mais vous êtes bien gentil, mais bon, moi, actuellement, j'ai d'autres priorités. Alors, les personas, alors si vous voulez en fait avoir des petites clés sur les personas, hop, j'ai pas mal d'articles là-dessus. Hop, vous tapez persona-conseilmarketing.com, tac, sur Internet. Et voilà, vous pourrez ici voir des exemples, je vous le mets dans le chat. Voilà, j'écris 2-3 articles sur les personas. Tac, vous pourrez regarder ça tranquillement. La méthode des personas, vous regardez ça tranquillement, je vous l'ai mis ici. Vous avez en main un article complet qui vous montre des exemples, une fiche, voilà, et ce qu'il faut faire, voilà, très simplement. Tac. Alors, hop, je reviens sur le PowerPoint. Donc, deuxième chose, donc, adapter sa communication pour plus de valeur ajoutée et aussi de chaleur ajoutée. Pourquoi je parle de chaleur ajoutée? Parce que je pense que l'humain est vraiment important et c'est super essentiel de penser en fait au relationnel. C'est ça qui fera la différence. Vous ne serez pas en fait juste un fournisseur lambda, mais vous serez quelqu'un qui sera connu, reconnu et qui aura de la valeur. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Où sont les clients pendant la période sans contact ou en contact limité? Donc, il y a plusieurs focus à avoir. Moi, j'en ai mis quelques-uns, mais ce n'est pas forcément les seuls. Donc, focus sur les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, parce que les gens, en fait, sont là-dessus. Vous avez les publicités. Par exemple, moi, je suis en train de tester pas mal de publicités YouTube Ads. YouTube Ads, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la publicité qui se met juste en avant d'une vidéo YouTube parce qu'il y a eu une explosion en fait des visionnages sur YouTube parce que les gens sont coincés chez eux, ils regardent des vidéos, ils font des choses comme ça. Donc, voilà, Facebook Ads, YouTube Ads.
Facebook Ads avait vraiment beaucoup diminué pendant la crise parce que les gens avaient réduit leur budget, ils ne pouvaient plus vendre, le retail, les magasins et tout ça. Donc, il y avait des opportunités à prendre. Donc voilà, focus sur les réseaux sociaux, donc le contenu. Donc ça, c'est faut essayer de se sortir du lot. La publicité pour essayer de capter des gens quand on a une offre. Et bien sûr, réveiller les inactifs, ça, c'est ce que je vous conseille vraiment beaucoup. Donc, réveiller les inactifs, ça peut se faire de plusieurs manières. Par exemple, si vous avez une newsletter et que vous avez des gens qui n'ouvrent plus vos emails, ça arrive tout le temps. À peu près 60% des bases emails sont entre guillemets mortes. C'est des gens qui ne lisent plus vos emails parce que ça arrive en spam, etc. Et c'est le moment en fait d'aller faire du retargeting. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez prendre votre liste d'adresses email, vous allez les mettre dans votre compte publicitaire Facebook Ads et en fait, vous allez afficher une publicité pour ces personnes-là qui ne lisent plus votre newsletter. Moi, je le fais régulièrement quand je dois faire en fait un salon. Quand je dois faire un salon, en fait, je sais que je vais envoyer un email, bam, va y avoir 20%, 30%, 40% maximum des gens qui vont lire ma newsletter. Il y a 60% qui ne vont jamais le lire. Et donc, sur ces 60% qui ne lisent plus les emails, je mets en place une campagne sur Facebook Ads pour que leur m'ont présenté ça. Tiens, regardez, il y a un événement intéressant. Donc, ça, c'est vraiment important de le faire pour aller toucher, entre guillemets, ces inactifs. N'hésitez pas aussi à segmenter votre base de données. Puis, encore une petite astuce, si vous voyez que vos emailing ne marchent plus trop, ce que vous faites, prenez aussi vos inactifs, c'est-à-dire les gens qui ne lisent plus vos emails, et utilisez une autre solution d'emailing. Moi, par exemple, j'utilise 2 solutions d'emailing. J'utilise la première qui est GetResponse. GetResponse, qui est une solution de marketing automation qui est super évoluée, qui permet de faire du marketing automation vraiment au top. Ça, c'est vraiment un bon outil. Mais en fait, il est un petit peu complet et complexe et cher. Donc, moi, en fait, j'utilise en deuxième solution Sendinblue. Sendinblue, en fait, c'est une petite solution qui est vraiment intéressante parce qu'en fait, vous payez en fait uniquement à l'envoi. Vous payez, voilà, moi, je vous conseille de prendre cette solution-là à 49 € par mois ou même celle à 29. Donc, en fait, ça permet en fait de ne plus utiliser votre solution d'emailing que vous aviez avant, mais une autre solution d'emailing. Donc, ça va être un petit peu nouveau. Donc, quand vous allez envoyer un email, c'est plus la solution d'avant. Donc, vous allez gagner un petit peu de performance. Vous allez ensuite, deuxième astuce, par exemple, moi, mon site internet s'appelle conseilmarketing.com. Et bien, en fait, vous pouvez utiliser l'adresse email pour envoyer les emails conseilmarketing.fr ou alors conseil-marketing.fr. Là, en fait, c'est une petite astuce, c'est-à-dire que vous allez partir avec un nouveau nom de domaine qui va être totalement nouveau pour les fournisseurs d'accès Internet, etc., pour Gmail, etc. Donc, en fait, vous avez un peu plus de chances de passer parce que c'est des gens qui, normalement, ne lisent plus vos emails. Donc, qui vont revoir en fait cet email-là. Et dernier point, avec Sendinblue, vous avez aussi la possibilité de pouvoir avoir un IP dédié. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas passer par une IP mutualisée qui est utilisée par plusieurs personnes, mais pour 100 € à l'année, vous allez pouvoir en fait avoir un serveur qui est uniquement pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, votre notoriété, votre image en fait va être totalement vierge parce que vous aurez une IP dédiée. Donc, ça sera envoyé pas depuis un serveur habituel. Ce sera un nouveau serveur. Vous aurez éventuellement un nouveau expéditeur en tant que nom de domaine et vous allez donc vous adresser à vos inactifs. Et grâce à ça, vous allez pouvoir repartir sur une nouvelle jeunesse. Vous partirez vraiment sur quelque chose de totalement nouveau. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, pour vous expliquer ça, je vais faire, je vous ai envoyé aussi, je vous ai un petit lien, sélection de 11 outils d'emailing. Voilà, je vous mettrai ça en fait dans le chat. Et en fait, vous aurez la possibilité de voir ces différentes solutions et pourquoi en fait c'est intéressant de prendre l'une et l'autre. Alors, si vous utilisez Mailchimp, peu importe. Ce que je vous invite vraiment à faire, c'est plutôt faire ça. C'est-à-dire que vous avez une solution d'emailing habituelle, faites un petit test avec une solution comme ça sur vos inactifs, hein, pas sur vos clients habituels, mais sur vos inactifs. Là. Donc, améliorer la conversion, ça, on en parlera tout à l'heure. Et bien sûr, n'hésitez pas à communiquer un petit peu. Si vous êtes une grande entreprise, faites des RP. C'est un peu compliqué quand on est entrepreneur. Si on est un petit entrepreneur, n'hésitez pas à miser sur les influenceurs. Les influenceurs, c'est des gens qui sont, par exemple, blogueurs, qui ont une communauté sur Twitter, une communauté sur LinkedIn, etc., etc. Et à vous de voir comment vous pouvez travailler avec eux. Il y a des choses qui sont simples à faire, comme par exemple les interviews. Par exemple, moi, je connais quelqu'un qui est un consultant et coach en fait en vente à Toulouse, donc Stéphane. Lui, en fait, son problème, c'est que bien sûr, s'il veut arriver à
à se faire connaître. En cette période-là, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé une série d'interviews et il a interviewé des gens locaux, donc de la CCI de sa région, etc., etc. Et en fait, il s'est fait connaître auprès d'eux parce qu'il les a interviewés sur son blog à lui. Et grâce à ça, en fait, il va animer très prochainement un atelier sur la vente à la CCI de sa région, tout simplement parce qu'il a dit personne de la CCI, tiens, j'aimerais bien vous interviewer là-dessus. Donc, il a trouvé un prétexte pour les contacter. Autrement, un autre prétexte, ça peut être proposer vos produits à quelqu'un qui a une communauté importante et dire, bah, tiens, je te propose de te faire un test gratuit ou je t'offre un échantillon ou je te fais une séance de coaching, etc., etc. Donc, repérer les influenceurs importants. Le but, ce n'est pas d'aller repérer des influenceurs qui sont des stars de la télé-réalité ou des choses comme ça, mais quelqu'un qui a une communauté et qui est lié à votre domaine à vous. Voilà. L'objectif, en fait, il est simple. C'est un objectif à 4 étapes. C'est que vous allez essayer d'identifier des gisements à votre portée, des gisements de croissance. Généralement, ça peut être un carrefour d'audience. Donc, un carrefour d'audience, ça peut être LinkedIn, ça peut être Twitter, ça peut être Facebook, ça peut être Google, ça peut être les influenceurs. Hein. Ça peut être également une opportunité au niveau de la conversion. Qu'est-ce qui se passe mal au niveau du cycle des ventes? Par exemple, on en parlera tout à l'heure, mais vous faites, par exemple, 100 rendez-vous prospects. Vous avez 50 personnes qui vous demandent un devis et il y en a 10 qui signent. C'est qu'il y a peut-être un moment dans le cycle des ventes, quelque chose qu'on va améliorer. Ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc, comment l'exploiter? Ce que je vous recommande au départ, c'est toujours de faire manuellement. Si vous voulez, par exemple, contacter des influenceurs, faites-le toujours manuellement. Si vous voulez utiliser LinkedIn, faites toujours les premiers messages manuellement. Et après, en fait, vous verrez comment automatiser. Vous verrez un peu comment ça se passe, etc. Voilà. Quelques exemples. Je vous ai parlé tout à l'heure de production de contenu. Alors, de la production de contenu pour les médias sociaux, dans ce contexte-là, c'est assez important pour sortir du lot. Alors, il faut quand même se dire aussi que beaucoup de monde ont sorti beaucoup de contenu, donc vous allez être un peu dans la masse. Donc, il faut essayer de à la fois faire du nouveau contenu, mais également faire de l'ancien contenu. Par exemple, moi, j'ai fait beaucoup de réadaptation, du recyclage. Par exemple, j'ai un article ici qui s'appelle « Le piège du télétravail ». C'est un article que j'avais fait il y a, je ne sais pas combien de temps, il y a 2-3 ans. Je l'ai simplement retravaillé, changé la date, réactualisé. Et je l'ai contextualisé en disant, voilà, dans un contexte Covid, attention au télétravail. Et cet article qui était quasiment mort, qui n'avait plus de trafic, tout d'un coup, bam, il a vraiment explosé parce que j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé sur Twitter, LinkedIn, etc., etc. Il y a également les contenus sur mesure. Les contenus sur mesure, par exemple, moi, j'ai fait un peu comme tout le monde, Covid jour 2, Covid jour 15, retour au travail, etc., etc. Et ça, faites-le de manière simple. Utilisez votre smartphone. Il y a beaucoup de gens qui se disent, non, mais la création de contenu, c'est compliqué, je n'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Or, en fait, on peut y arriver de manière super simple. Avec votre smartphone, prenez des photos. Moi, j'ai fait, par exemple, ici, dans la période de confinement, j'ai pris des photos de mon bureau en disant, tiens, voilà, le premier jour, j'avais ça. Le troisième jour, si vous regardez mon bureau, j'ai un écran, un deuxième écran, j'ai ceci, cela. Donc, prenez votre smartphone. Si vous êtes entrepreneur, une petite entreprise, vous devez absolument avoir le réflexe de dire, tiens, je prends un truc. Vous êtes dans la rue, vous voyez un truc sympa, vous êtes dans une boutique, vous voyez un truc sympa, vous prenez en photo et vous le contextualisez. Par exemple, moi, j'ai déjà fait ça. Tiens, je vois un produit intéressant avec une offre. Je me dis, tiens, c'est pas mal. On parlait tout à l'heure de Cathy avec les magazines. Nous en tiens, regardez un exemple de magazine que je vois comment dire, sur le kiosque à la caisse. Moi, je peux vous faire la même chose pour tant d'euros. Donc, contextualisez vos offres. C'est vraiment essentiel. Et je vous invite en fait à regarder un petit truc qui est super sympa. C'est Gary Vaynerchuk qui a en fait fait une petite mini formation. Vous pouvez regarder, qui est en anglais. Ce petit truc-là, c'est une petite mini formation qu'il a fait qui est en anglais, qui explique comment créer 64 contenus pour les réseaux sociaux en une journée. Et en fait, il explique très, très, très simplement, et je pense que j'en ferai une traduction parce que, bien sûr, en citant l'auteur, mais il vous explique en fait comment on peut créer en une journée 64 contenus pour les réseaux sociaux en faisant des trucs hyper simples. Et il explique, voilà, tout simplement, tu prends en photo tel truc, tu peux faire ci, tu fais de recyclage, tu le postes sur Instagram, etc., etc. Donc, je vous le mets ici dans le chat. Vous verrez, regardez cette petite présentation PowerPoint, ça vous donnera des idées. C'est super simple et c'est à la portée de tout le monde. Voilà. Prenez votre smartphone et surtout, prenez des contenus en photo qui résonnent auprès de votre cible. En fait, ce qui est essentiel, c'est que les personnes, quand elles voient vos contenus, elles se projettent dessus. C'est pour ça en fait que tout à l'heure, quand j'ai mis en fait ces petites illustrations, je pense qu'en fait ça résonne dans l'esprit des gens. Entre voilà, moi ça se passe bien, je vais dans mon bureau
et l'autre, je suis en mode zombie. Donc, en fait, pensez à comment vous allez pouvoir faire résonner les choses dans vos clients. Et enfin, pour faire résonner les idées dans la tête de vos clients. C'est vraiment essentiel. Si vous arrivez à faire ça, que les gens arrivent à se reconnaître dans la situation, vous y arrivez. Par exemple, là, je vous ai parlé de mon petit sondage sur LinkedIn avec la crise, comment ça va se passer. Ça résonne auprès des gens. Les gens, ils veulent donner leur avis. J'ai également Ludovic Girondon, qui est en fait chargé du réseau Entreprendre pour Paris, qui a sorti un bouquin qui s'appelle La Dream Team sur comment bien manager, comment devenir un bon manager. Et c'est vrai qu'il a fait un sondage très simple où les gens sont reconnus. C'est dans votre vie, combien avez-vous eu de mauvais boss? Plus de 50%, moins de 50% ou moins de 10%. Et ça, c'est un sondage où les gens se disent « Ouais, mais moi, les mauvais boss, j'en lis tellement, etc. etc. » Donc, dites-vous comment vous allez pouvoir créer des contenus qui vont résonner auprès des gens. Je vous parlerai également de créer du snack content. Le snack content, c'est ce qu'on a vu précédemment. C'est un contenu qui est facilement digeste, facilement créé et qui est facile à faire. Moi, en fait, ma problématique, c'était la suivante. En situation de Covid comme ça, je n'ai pas beaucoup de temps et il faut, parce que je m'occupe des mômes, j'ai mon boulot, etc., etc. Et je voulais en fait animer mes réseaux et en particulier les réseaux secondaires comme Instagram et être présent sans y passer mes journées et mes nuits. Donc je me dis, Fred, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en fait tout simplement utiliser les citations parce que c'est un truc qui marche très bien. En plus, dans un contexte où les gens sont un peu déprimés, avoir une situation positive, ça va être la bonne chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé en fait sur Internet des citations célèbres, de personnes célèbres, vraiment très très simples à utiliser. Et en fait, j'ai demandé à mon assistante Sabrina de faire pour moi ce travail-là. Alors là, je vous ai mis des adresses de sites où vous pouvez recruter en fait des assistantes virtuelles. Donc, grosso modo, c'est un travail à l'heure. Donc, vous payez 5 à 10 euros de l'heure, une personne. Alors, c'est plutôt 10 euros le prix normal, parce qu'en fait, c'est des gens qui sont souvent offshore, qui sont dans d'autres pays. Et là, vous cherchez, par exemple, assistante virtuelle. Et c'est des gens qui font de la saisie. Ils peuvent faire de la saisie ou corriger des textes, des choses comme ça. Voilà, et ils vous expliquent un petit peu ce qu'ils font. Et vous pouvez trouver quelqu'un qui va faire pour vous. Moi, c'est mon assistante avec qui je travaille depuis quasiment 4 ans et je l'ai recrutée via une plateforme comme ça de services en ligne. Et donc, en fait, Sabrina, je lui ai dit, voilà, tu vas faire ça. Tu vas avoir ce site où il y a toutes les citations de personnes célèbres. Tu vas aller sur ce service qui s'appelle quotescover.com. Et en fait, Quotescover, tout simplement, vous allez, ici, tu vas créer tes citations. Tu vas faire un copier-coller de la citation. Tu choisis en fait un modèle. Voilà, Facebook, par exemple, un post Facebook. Voilà. Tu choisis. Allez, hop. Oups, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Donc, en fait, tu choisis en fait le modèle. Tu fais un copier-coller, tu le mets en ligne et ensuite, tu vas le mettre directement sur un outil qui s'appelle Coucou. Voilà. C'est un outil qui permet en fait de planifier. Et tout simplement, Sabrina, elle m'a planifié quasiment, je pense, 300, je dois être 300, je dois en avoir jusqu'en septembre, ici sur Twitter, Facebook, etc., etc. En fait, j'ai mon calendrier ici avec tous les contenus qui sont faits pour, vous voyez ici, tous les jours, à 9h58 ou 10h et 18h, il y a une publication qui est faite. Là, j'ai mai, là, j'ai juin, si on va, j'ai juillet. Si on remonte encore, j'ai août. Si on remonte encore, j'ai septembre. Alors après, bien sûr, on est un peu moins. J'ai plus autant de publications pour en faire 2 fois par jour, mais j'en fais qu'une fois par jour. Tac, octobre. Donc, vous voyez, ça continue, ça continue, ça continue. Et donc, comme ça, j'ai alimenté mes réseaux sociaux. Donc, moi, ça m'a pris un petit peu de temps au départ pour aller choisir l'outil pour faire les citations. Ça m'a pris du temps pour choisir le site des citations. Mais ensuite, j'ai délégué ça à Sabrina. Je crois que ça m'a coûté 100 euros, quelque chose comme ça. Et j'ai des contenus qui sont automatiquement réalisés. Et Quotescover, ça m'a coûté, je crois, ça coûte 3-4 euros par mois et j'ai plus qu'un mois. Et coucou.com, je crois que c'est le moins cher que j'ai trouvé pour faire des publications, c'est une quinzaine d'euros par mois. Voilà. Donc, très simplement. Un autre outil aussi pour faire du snack content, je vous recommande en fait l'outil qui s'appelle Lumen5. Lumen5, en fait, c'est un petit outil qui est vraiment freemium et pas cher. Donc, moi, j'ai pris la version payante, mais vous avez une version gratuite qui permet de faire des petites vidéos de 30 secondes. Le principe, il est vraiment très simple. Alors, je vais vous montrer, je vais aller sur mon blog. Tac. Là, j'ai une série de vidéos, il y a des modèles. Je dis, voilà, je veux créer une nouvelle vidéo. Donc, hop,
je choisis un article de blog. Imaginons que, allez, je vais prendre celui-ci. Je prends un article de blog lambda. Je dis, voilà, tiens, tu prends un article de blog de mon blog. Je choisis le type, si je veux un type type Facebook, etc. Je choisis des templates. Et donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va reprendre automatiquement des éléments de mon contenu, des titres du contenu, des sélections de texte, qui vont te servir en fait de base pour réaliser ma vidéo. Et donc, en fait, là, ici, j'ai mon article de blog voilà, qui est là. Et ici, j'ai la vidéo. Et donc, on voit bien qu'il y a le panel qui est là. Et donc, il a pris le titre, séduire, engager, convertir, les 4 étapes pour faire une stratégie sur les médias sociaux. Donc là, en fait, celui-là, finalement, ce petit truc intro, là, je trouve qu'il est doublon. Donc, je le supprime. Là, je vais juste garder ici cette intro. Ensuite, les médias sociaux, c'est comme une soirée entre amis. Lorsque l'on veut avoir du succès, blablabla. Donc, celui-là, je peux modifier le texte directement. Donc, je le modifie en ligne. Sur les mains, voilà, là, je ne choisis pas, le texte n'est pas encore top, mais c'est pour vous montrer. Et là, en fait, il y a 1, faire ceci, 2, faire cela, 3, faire cela, 4, faire cela. Et donc, en fait, bon, bien sûr, je peux augmenter hop, la taille. Donc, imaginons que je fasse ça. Donc, j'ai ma vidéo, j'ai mon petit preview. Et donc, en fait, je regarde ce que ça va donner. Là, en fait, il me fait un petit preview. Ben, voilà, la vidéo, ça va ressembler à ça. La vidéo, elle dure 47 secondes. Il va y avoir ce second panneau qui va être fait. Tac, tac, tac. Je peux choisir après une musique. Mais en tout cas, ma vidéo, elle est faite. Je n'avais plus qu'à modifier mes petits éléments. Et je publie cette vidéo-là. Donc, c'était un moyen très simple d'aller réexploiter ces contenus. En fait, c'est un contenu freemium, puisqu'en fait, en version gratuite, vous avez à la fin le petit jingle, mais vous pouvez le supprimer si vous avez un outil de montage. Autrement, je crois que c'est 19 $ par mois. Et ça permet en quelques minutes de recréer du contenu sous une autre forme. Donc, si vous avez un blog, vous reprenez vos vieux articles, vous les mettez en vidéo et vous le mettez sur YouTube. Moi, je le mets sur YouTube, je le mets sur les réseaux sociaux avec un lien vers mes contenus. Ça me permet comme ça, en 3-4 secondes, d'avoir un contenu interactif et multimédia. Voilà. Très simple à faire. Alors, je vais vous mettre ça dans le lien. Hop, vous pourrez regarder. Hein. Lumen 5, très simple à utiliser si vous avez un petit peu de contenu à mettre en place. Voilà. Hop. Donc, ça, c'était la première chose, le snack content. Alors, je voulais également, et c'est ce que j'ai incité tout à l'heure, c'est quand tout est gelé, c'est vraiment important de maintenir du relationnel. Par exemple, là, ici, j'avais un de mes contacts qui me dit, bah voilà, moi, je suis dans le domaine en fait, des vêtements de protection. Alors, certes, il y a une partie de mon activité qui marche plutôt bien parce qu'en fait, on fait tout ce qui est gel, etc. etc. Mais j'ai du mal à avoir des contacts avec les gens parce que les gens, il n'y a plus de rendez-vous physique. Je travaille avec les EHPAD, il n'y a plus de rendez-vous. Qu'est-ce que je lui dis? Voilà. Ce que tu vas faire, tu vas te mettre en mode conseil. C'est-à-dire que tu vas prendre des nouvelles. Et là, au lieu d'envoyer un email, alors comment ça va? Est-ce que vous avez des commandes, etc. C'est plutôt, voilà, je me permets de prendre vos nouvelles dans ce contexte de confinement. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vos équipes ne sont pas trop touchées? Si vous avez un document pour les nouvelles personnes qui vont arriver et qui intégreront à vos équipes, je vous ai mis ici un petit doc, un petit flyer pour savoir comment utiliser les produits. C'est les gestes, les points de vigilance, etc. etc. Et si je peux vous être d'une quelconque utilité, dites-le moi. Vous pouvez m'appeler sur mon portable, blablabla. Donc là, en fait, on ne se met pas en mode je vends, mais on est en mode je veux vous aider, comment ça va? Et ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'en fait, les gens s'en souviendront toujours de ce petit message. Et souvent, quand vous envoyez ce genre de message-là, vous avez des retours de personnes derrière qui vous disent ah bah oui, ça va, merci, et vous, comment ça se passe? Et on engage la conversation. Donc, n'hésitez pas à vous dire je lui envoie un message pour prendre des nouvelles sans forcément avoir un objectif commercial derrière. Par exemple, ici aussi, là, j'ai eu un message. Alors, je pense que c'est un message qui était automatisé sur LinkedIn, voilà, qui dit « Je me permets de prendre de tes nouvelles, comment ça va, etc. etc. » Et là, je dis « Bonjour Jean-Philippe, merci, ça va, en espérant que ça ne dure pas des semaines, etc. etc., etc. » Voilà. Et autre chose, lorsque vous faites des communications, n'hésitez pas aussi à essayer de faire en sorte d'avoir une connexion en fait, avec les personnes à qui vous envoyez un message. Par exemple, vous envoyez un email, vous n'allez pas dire en mode corporate, en mode entreprise, dans ce contexte difficile, il est important de maintenir une corrélation régulière, blablabla. Non, vous essayez de faire une connexion entre vous et les personnes qui lisent en leur
en les faisant se projeter sur quelque chose que vous vivez et qu'eux, ils vivent. Par exemple, vous allez dire j'espère que vous n'êtes pas trop embêtés avec les enfants à gérer le travail et la famille. Moi, de mon côté, j'essaye, même si ce n'est pas facile tous les jours. Vous voyez, on change en fait ce discours très corporate et aseptisé en essayant de faire se projeter la personne sur le contenu que vous avez fait. Et le fait de pouvoir avoir cette projection fait que les gens vont avoir un relationnel et vont se dire « Ah ouais, mais Frédéric, c'est quelque part un ami. C'est quelqu'un aussi qui est comme moi. » Et dans mes emails, j'ai vraiment changé ma posture et je vous en parlerai juste après. Je dis de plus en plus « je ». Ne dites pas « nous », dites beaucoup « je ». Et ça va vraiment faire un gros changement. Et on en parlait tout à l'heure aussi, mettez les signatures et vos photos. Digitaliser les contenus, c'est également mettre de l'humain. J'en parlais tout à l'heure du jeu. Reprendre contact avec près de 2 mois sans, il faut réhumaniser et enrichir les relations. Ce que je vous invite à faire, et c'est ce que moi j'ai remarqué, c'est que j'essaye de faire de plus en plus, c'est utiliser le message vocal. Vous avez tous comme moi un smartphone, hein, vous utilisez tous comme moi des SMS, WhatsApp, etc., etc. Utilisez désormais les petites fonctionnalités de messages vocaux. Alors, ce n'est pas valable sur tous les téléphones, mais c'est valable sur les téléphones un petit peu récents. Si vous avez en fait la fonction SMS, vous avez en fait une fonctionnalité ici qui permet en fait d'envoyer un message. Alors moi je l'ai là en fait là, qui permet en fait d'envoyer un message vocal. Et ça tout de suite, ça a beaucoup plus d'impact. En fait, vous allez parler aux personnes, ils vont écouter le message, ils vont écouter votre voix et c'est super important. Sur LinkedIn, sur l'application mobile, vous avez aussi cette fonctionnalité-là. C'est-à-dire que depuis l'application, vous pouvez parler aux gens. Et c'est beaucoup plus humain. Vous allez voir que vous allez avoir un retour qui va être beaucoup plus qualitatif. Alors, ça prend certes un peu plus de temps. Et si vous avez un retour avec un prospect, utilisez ça, un message court, hein, pas plus de 30 à 40 secondes max, mais c'est super important. Pareil sur Facebook Messenger, si vous voulez envoyer un message à vos contacts, si vous avez des contacts, utilisez le message vocal, vous allez voir, ça va tout de suite faire du lien. Donc, quelques occasions d'une prise de contact sur LinkedIn, un message de bienvenue, une réponse à un prospect, souhaiter un anniversaire, etc., etc. Et pareil, mettez de la vidéo. Ici, comme ce web séminaire, mettez de la vidéo, mettez votre visage, présentez-vous, vous allez voir, ça va faire vraiment la différence. On en parlait tout à l'heure aussi avec Eric, les cafés virtuels. Mettez en fait du virtuel, enfin du relationnel pour créer du lien. Alors, avec vos clients, par exemple, faites des workshops d'évolution. Moi, c'est ce que j'ai fait en fait avec, c'est ce que Eloquent a fait avec ses clients. C'est-à-dire qu'on a profité comme ça de cette période de confinement pour dire à nos clients, tiens, on est en train de revoir nos offres et on aimerait bien vous intégrer. Et ça, c'est important parce que quand vous allez intégrer les personnes dans le produit, ils vont se sentir un petit peu, comment dire, partie pris du produit et ils vont dire, ah ouais, non, mais c'est un peu mon produit. Ils vont essayer de vous aider et ils vont essayer de s'intégrer. On peut également les intégrer dans la phase co-création. Il y a en fait plusieurs personnes que je connais qui sont dans le domaine de la création de vêtements. Ben, qu'est-ce qu'elles font? Tout simplement, en fait, elles disent en fait à leurs fans sur Facebook, voilà, je vais créer une nouvelle robe, qu'est-ce que vous pensez comme tissu, ceci, cela, etc. etc. Et ensuite, elles vont tout simplement dire, voilà, je suis en train de créer la robe, qui la veut? Et les personnes qui ont bien sûr dit, tiens, c'est telle couleur, tel machin, tel truc, sont beaucoup plus incitées à commander le produit. Donc, faites des petits workshops, des ateliers d'évolution, préparez des web séminaires. Alors, avec vos partenaires, par exemple, ici, je vous ai mis un exemple d'un éditeur de logiciels qui s'appelle Easyware et qui a en fait regroupé autour de lui une dizaine d'acteurs pour faire une série de webinaires en ligne, un sommet virtuel. Et donc, en fait, ils ont eu, je crois, 900 participants à leur web séminaire et ils ont fait la force du groupe. C'est-à-dire qu'ils sont mis une dizaine d'entreprises qui étaient non concurrentes dans le même secteur d'activité ou un secteur d'activité proche et ils ont organisé cette conférence tous ensemble. Et ça, tout de suite, ça a permis de massifier la communication et se mettre à plusieurs. N'hésitez pas à le faire. Interview croisée, interviewer des personnes qui sont proches de chez vous, etc. Et si vous avez des collaborateurs, n'hésitez pas également à jouer sur l'humain. Par exemple, le point du matin. Nous, on fait un point du matin tous les matins à 9h15. Et c'est vrai que c'est le moment de mettre du lien, de dire un petit peu comment ça va, etc. Et le vendredi, pourquoi pas faire un petit apéro de 30 minutes pour un petit peu se détendre et parler en off. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Et Eric l'a dit, le Café des entrepreneurs, c'est un moyen de sortir de l'isolement. Donc, vous parlez aussi tout à l'heure du SMS, du message vocal. Vous avez encore mieux. Vous avez le message vocal qui est déposé sur les 06. En fait, moi, c'est un outil que j'utilise quand j'organise un webinaire où il y a 50, 100 participants.
En fait, tout simplement, je ne peux pas tous les appeler au téléphone et c'est compliqué de tous les appeler. Ce que je fais, c'est qu'en fait, j'utilise un outil comme VMS Online ou Spotit. Ça coûte à peu près 13 centimes d'euros le SMS vocal. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous avez un fichier avec des 06. Les personnes ont donné l'autorisation, bien sûr, d'être contactées. Vous enregistrez un message avec votre téléphone disant bonjour, j'espère que vous allez bien. On réouvre la boutique très prochainement. On fait des soldes VIP. Est-ce que ça vous intéresse de venir? Vous enregistrez là-dessus. Vous envoyez donc le fichier avec vos participants, vous faites l'envoi, ça va envoyer au nom de votre 06 à vous, votre numéro de téléphone portable, et ça va déposer sur le répondeur de la personne un message, ce message vocal, sans que le répondeur ne sonne, enfin, sans que le téléphone ne sonne. Et ça, c'est intéressant parce que les gens pensent avoir loupé un message. Et c'est très utilisé donc, pour la relance de webinaires, c'est utilisé pour inviter à des événements, et c'est également utilisé pour inciter à laisser des avis sur les sites Internet. En e-commerce, c'est utilisé de plus en plus parce qu'en fait, les personnes qui ont commandé, si vous leur laissez un message vocal en disant « Tiens, bonjour, je suis le responsable du SAV, j'espère que vous avez bien reçu le produit. Si vous avez un problème, on a la hotline, etc. » Et n'oubliez pas, mettez-nous un petit avis. Et là, en fait, ils ont vu vraiment une augmentation, je crois que c'est de 15 à 20% du nombre d'avis et un nombre de recommandes. C'est des gens qui recommandent plus souvent, beaucoup plus tôt. Et donc, ça, c'est vraiment un outil super simple à utiliser. Donc, le message vocal, si vous avez une base de téléphone portable, donc bien sûr, le SMS, c'est le plus simple et ça ne coûte pas cher, c'est intégré dans votre forfait. Mais vous avez également la possibilité d'envoyer ces messages vocaux. Voilà. Donc, les messages plus personnels, j'en parlais tout à l'heure. Voilà, utilisez bien le jeu. J'espère que vous allez bien, etc., etc. Mettez la photo dans votre signature. Et puis, n'hésitez pas à faire envoyer des messages à votre nom, à vous, ou au nom des commerciaux. Souvent, en fait, dans les entreprises, on a un email générique qui s'appelle newsletter, commercial, contact, info, etc. Non, il vaut mieux commencer par des emails qui sont Frédéric, Sabrina, etc., etc., pour humaniser les communications. Ça, c'est super important. Un des derniers points que je voulais voir dans cette partie-là, c'était préserver son capital client et sécuriser son business. Ce qui est vraiment important, c'est anticiper l'insatisfaction et vraiment analyser son parcours client. En particulier, si vous avez beaucoup de clients. Si vous avez un client, c'est facile, vous êtes en one-to-one, vous êtes en accompagnement. Mais si vous avez plusieurs clients, analysez les points noirs du parcours client. Où est-ce que ça ne va pas? Si vous faites du volume, c'est vraiment essentiel parce que parfois, vous allez perdre en fait, à un moment donné des clients parce qu'ils trouvent que c'est compliqué à faire, qu'il y a un truc qui l'a bloqué, il a eu un problème technique, il a arrêté et tout ça. Donc, en fait, essayez d'interroger vos clients. Donc, enquête de satisfaction, une petite enquête comme j'ai vu tout à l'heure avec Google Forms. Hein, vous envoyez à vos clients et surtout aux gens qui n'ont pas acheté, les prospects non transformés, tous les gens qui n'ont pas commandé, pourquoi ils n'ont pas commandé. Donc, au téléphone, bien sûr, du qualitatif, mais également une petite enquête pour dire qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas. Testez également avec une autre personne. Vous demandez à votre compagne ou votre compagnon, à vos parents ou à quelqu'un de tester en fait votre process de commande. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'il y a des moments où ce n'est pas très clair? Est-ce qu'il y a un moment où les gens doutent? Voilà. Ça, c'est vraiment important. C'est le parcours client. Et à l'inverse, dans le parcours client, donc, il y a des moments qu'il faut améliorer, donc fluidifier le parcours client. Et vous avez l'inverse, ce sont en fait des moments de vérité. Les moments de vérité, c'est à un moment donné où on fait la différence et vous pouvez faire l'effet waouh. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle en fait des moments qui comptent. Dans une relation client, il y a souvent des moments qui comptent. Il y a un excellent livre que je vous recommande de lire, ça s'appelle « Ces moments qui comptent ». Voilà, « Ces moments qui comptent ». C'est un livre en fait qui est très intéressant et qui permet en fait de savoir comment créer en fait un moment. Alors ce moment en fait vous pouvez le créer à la fois donc bien sûr pour vos clients pour dire waouh il y a eu un avant-après. C'est également utilisé pour gérer une équipe. Voilà, on veut annoncer un changement et se dire il y avait une situation avant, une situation d'après. Et ça en fait dans les entreprises c'est un petit peu c'est parfois mal fait. On dit voilà c'est le gros changement puis en fait on se dit mais non mais il n'y a rien qui a changé. Et ça, en fait, il faut utiliser ce bouquin qui donne vraiment les clés pour créer un moment. Et même à titre personnel, si vous voulez créer un moment, par exemple, pour 10 ans de mariage, 20 ans de mariage, j'en sais rien, ou un truc comme ça, ce bouquin-là vous explique comment faire. Et il vous explique que finalement, il faut surprendre, il faut créer de l'émotion. Et souvent, on ne se souvient que des moments vraiment waouh. Et comment vous allez pouvoir créer un moment waouh. Donc ça, c'est super important. Et par exemple, dans les moments un peu importants, c'est par exemple l'appel proactif. L'appel proactif, je vous donne un exemple.
Si vous vendez un service et que vous vous rendez compte qu'une personne n'utilise pas, faites un appel proactif en disant voilà comment ça se passe, je voulais savoir comment ça se passait pour votre service, etc. etc. Et ça permet véritablement d'aller faire un moment parce que la personne est parfois un peu surprise. Waouh, ah oui, vous m'écrivez, etc., etc. Et vous allez voir que si vous arrivez à créer un moment, si vous arrivez à créer de l'émotion, là tout de suite, ça va être essentiel. Alors, je ne sais pas forcément dans quel domaine d'activité on va pouvoir le faire. Imaginons pour Victor qui fait de la vidéo, un moment qui compte, peut-être, ça serait créer un moment, un effet waouh. C'est peut-être, au lieu d'envoyer un simple email classique en disant bah voilà, merci d'avoir pris votre demande de documentation, peut-être qu'on ne va pas juste envoyer un email en disant vous avez téléchargé notre paquet, mais on va faire une vidéo. J'ai fait pour vous une vidéo. Et donc, Victor, il va se filmer en disant bonjour, telle société, j'ai vu que vous avez fait une demande de documentation. Regardez, je peux faire une vidéo de telle manière, telle manière. Cathy, qui fait des plaquettes et des journaux, elle peut très bien se dire bah, tiens, je vais envoyer un petit PDF de type avec mes prestations, mais sous forme de magazine. Et cette fois, je vais mettre le logo de l'entreprise en tant que logo du client du jour, la photo de la personne sur LinkedIn en tant que photo de client, etc., etc. Et quand vous allez envoyer ça, vous allez faire un effet waouh parce que la personne va se dire tiens, il ne m'envoie pas une plaquette, mais on envoie une plaquette pour moi. Donc, le fait de mettre cette plaquette de magazine là, personnalisée, le fait d'avoir une vidéo personnalisée, c'est un effet waouh. Et là, vous n'allez pas en fait avoir juste un produit classique, vous allez avoir un produit qui est waouh. Moi, par exemple, quand je fais mes présentations et je fais mes démonstrations de logiciels, j'essaye toujours de mettre le logo du client, j'essaye de trouver toujours des cas clients et parfois j'essaye de mettre un petit peu d'humour parce que les gens se souviendront de ce truc un petit peu humoristique qui va être intéressant. Voilà. Donc, on arrive maintenant à la troisième partie. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vous rappelle en fait de cette partie-là, qu'est-ce que c'était? C'était adapter sa communication avec la communication sur les réseaux sociaux et 2, essayer de mettre plus d'humain et de relationnel. Et 3, essayer de surprendre. Est-ce que ça veut… Oui, c'est l'effet waouh. Voilà. Pour les acteurs du tourisme, hébergement, offre de loisirs, avez-vous des exemples de préservation du capital client? Effet waouh. Alors, l'effet waouh, moi, je vous dirais que j'en ai très, très simplement. Mes parents, en fait, font de la location de gîtes pendant l'été. Et l'effet waouh, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand les gens ils arrivent dans la location, et il y a, mes parents sont en Bretagne, il y a une bouteille de cidre et un paquet de crêpes. Et ce n'est pas grand-chose, hein, juste mettre sur la table un paquet de crêpes et mettre dans le frigo une bouteille de cidre. Et les gens se disent « Ah ouais, waouh, c'est vachement sympa, etc. etc. » Donc, un truc vraiment très simple. Donc, comment vous pouvez accueillir? Imaginons qu'il y a Century 21 aussi qui le fait régulièrement, cet effet waouh. Si vous êtes locataire en fait avec Century 21 ou acheteur avec Century 21, si vous êtes acheteur, quand vous venez prendre votre bien, quand vous revenez après, normalement, il y a une bouteille de champagne qui vous attend avec un petit mot manuscrit. Si vous êtes locataire, en fait, quand vous allez dans votre appartement, il y a un petit mot manuscrit de la personne de l'agence et je crois qu'il y a un petit cadeau qui est fait. Donc, vous voyez cet effet waouh, vous pouvez véritablement le créer tout le temps. Il faut juste vous dire, mais comment je peux faire pour que la personne se dise waouh, c'était génial ce qu'ils ont fait. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, préserver le capital client dans le tourisme, c'est exploiter sa base client. Moi, en fait, je l'ai fait également en faisant un guide de voyage. Par exemple, donc mes parents sont en Bretagne et c'est vrai que ce n'est pas facile pour des personnes qui sont venues une année de les faire revenir l'année d'après. Donc, bien entendu, si la location est bien, etc., ça se passe bien. Mais ce qui est intéressant, c'est les personnes qui sont venues il y a quelques années de les faire revenir. Donc, il y a une astuce qui est très simple, c'est créer un guide touristique. C'est-à-dire que vous allez mettre, tiens, voilà, j'ai actualisé le guide touristique de la région 2020 avec les éléments à voir absolument. Et vous prenez avec votre smartphone quelques éléments importants, vous prenez en fait sous l'Office du tourisme. Tiens, voilà les nouveautés, qu'est-ce qu'il y a à visiter, et vous envoyez ça aux personnes qui ont loué il y a quelques années, si vous avez leur adresse email, on tiens, regardez le nouveau guide des choses à faire dans notre région actuellement. Et avec ça, en fait, les gens vont dire ah ouais, tiens, j'ai pas vu ça, ça a l'air sympa, oui, c'était sympa, etc., etc. Et ils seront intéressés pour revenir. Voilà. Donc, troisième point, utiliser les bons outils quand il faut. Alors, donc, un point qui était important, et je le disais précédemment, c'est crédibiliser vos offres et rassurer. Un des moyens qui est le plus efficace pour rassurer, c'est le témoignage client. Alors, le témoignage client, moi, je le mets en place de plusieurs manières. Alors, la première manière, tout simplement, c'est d'aller demander des avis. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de ma solution d'emailing qui s'appelle GetResponse.
Ben, en fait, dans le GetResponse, ici, j'ai un cycle en fait, de messages qui fait que dès qu'une personne commande un produit, automatiquement, elle va recevoir des messages. Jour 1, elle reçoit les accès. Jour 5, elle reçoit, je crois qu'un truc astuce. J+30, après, elle reçoit un message. Est-ce que vous êtes satisfait du produit avec un bouton oui, non. Et s'il y a un bouton oui, et ben, à ce moment-là, je lui dis, bah, tiens, est-ce que vous pourrez remplir ce formulaire? Est-ce que je publie l'avis? Si elle répond non, à ce moment-là, tout simplement, bah, je demande qu'est-ce qui se passe et j'ai une alerte en fait, qui m'est envoyée par mail. Donc ça, en fait, ça vous permet après d'aller récupérer des avis et d'aller pouvoir les publier sur votre site Internet. Moi, j'utilise également tout ce qui est avis sur les réseaux sociaux ou même des extraits de mails. Je prends un extrait de mail, nous envoie bravo, c'est super sympa. J'enlève le nom de la personne, j'enlève les logos. Et par contre, là, par exemple, ici, là, on peut regarder là, j'ai flouté, j'ai mis une mosaïque sur le nom de la personne. J'ai juste pris son message sur LinkedIn. Ici, c'est un email que j'ai récupéré. Merci pour la formation, c'est top. Ici, c'est un message Facebook de quelqu'un que je connais qui m'a autorisé. Et là, ici, ça doit être un message sur LinkedIn aussi qui m'a été fait. Donc voilà, récupérez comme ça des témoignages pour crédibiliser vos offres. Mettez sur votre site Internet, sur les réseaux sociaux. Si vous êtes freelance et que vous n'avez pas de site web, bah, utilisez un truc simple, les recommandations. Je pense que comme moi, vous avez des gens qui vous recommandent voilà, vous pouvez les réutiliser pour les mettre sur votre site web. Moi, une astuce, si vous n'avez pas assez de recommandations, bah, donnez-en. Il y a un truc qui est simple. Vous voyez ici, là, j'en ai donné 79 et j'en ai reçu 16. Ce n'est pas un très bon ratio, mais plus vous allez donner des recommandations, plus vous allez en recevoir et plus vous allez vous en utiliser. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Voilà. Là, je suis mort de rire. Bon, à manier avec précaution l'humour sur les virus. Oui, il faut faire attention avec l'humour noir, faire attention. Donc la séquence de messages, comme je disais, c'était ça. Hein. Quand je vends un produit, j'ai une petite séquence de messages et c'est super important de garder comme ça régulièrement contact avec les gens. Donc je vous ai montré tout à l'heure la solution d'emailing. Je vous en parlais tout à l'heure, c'est utiliser les réseaux sociaux. On en parlait, les gens ils sont plus joignables, c'est un peu compliqué de les avoir. Il faut penser multicanal. Et je vous montrerai comment on fait en fait penser vraiment multicanal. Il y a un réseau qui est vraiment très bien, en particulier dans le B2B, c'est LinkedIn. Et il y a plusieurs outils qui sont intéressants. Il y a deux outils en fait, que je recommande en particulier. Le premier en fait, s'appelle LinkedIn Helper et le second s'appelle Prospecting. Voilà, ce sont deux solutions qui permettent en fait, d'aller prospecter et d'optimiser ses relations sur LinkedIn. Pourquoi LinkedIn? Parce que c'est vraiment le meilleur outil pour contacter des professionnels. On va pouvoir automatiser un certain nombre de choses. Et moi, j'utilise beaucoup pour, par exemple, inviter un salon, un livre blanc, un web séminaire, proposer un audit, etc. etc. Ça ne coûte pas très cher. LinkedIn Helper, c'est 100 € par an, donc à peine 10 € par mois. Et c'est super utile. Alors, comment ça marche? En fait, c'est très simple. Là, on va aller sur mon LinkedIn. D'ailleurs, je crois que je suis présent ici. Voilà. Donc, en fait, vous allez tout simplement vous dire, et c'est ce que je fais moi. Moi, je recherche en fait tous les gens qui sont responsables expérience client. Alors, pour Victor, ça peut être les gens qui sont responsables communication, hein, responsables marketing digital, etc., etc. Là, en fait, voilà, je cherche sur LinkedIn. Après, donc, j'ai d'autres filtres. Moi, je vais choisir les gens qui sont en contact de niveau 2 ou 3. Voilà. Tac. Donc là, je vois que j'en ai comme pas mal qui sont déjà contactés, mais il y en a certains que je n'ai pas encore en contact. Voilà, se connecter. Avec la solution LinkedIn Helper, ici, je vais tout simplement ici envoyer une invitation personnalisée. Donc ici, à ces gens-là. Donc j'ai utilisé le moteur de recherche là. Je peux filtrer aussi par le pays. Hein, je crois que je n'ai pas fait, mais ou la région. Bon, ici, je vais choisir la France. Alors, il va y en avoir beaucoup moins. Il y a 269. Très bien. Et là, en fait, LinkedIn Helper va me les inviter. C'est-à-dire qu'automatiquement, là, il va inviter les personnes, enfin, il va sélectionner en fait cette cible. J'en ai 269. Donc là, c'est une petite macro qui se lance. Tac. Il va automatiquement ici les mettre. Vous voyez ici, j'en ai 799 dans ma liste d'invitations. Il va y avoir 804 maintenant. Donc, il va continuer comme ça à les inviter. Tac. Donc, il en a maintenant, hop, il va passer à la ligne suivante. Il va en avoir une dizaine de plus. Voilà, c'est en train de le faire. 813, etc., etc. Donc ici, j'ai ma liste de contacts. Après, je peux ici directement voir cette liste-là et supprimer les gens qui ne sont pas intéressants pour moi. Par exemple, je sais, il y a peut-être des concurrents que je peux sélectionner et je tape ici, par exemple, les gens qui sont dans la vente parce que les sales, ce n'est pas du tout
mon activité à moi, tac, je le supprime en fait de ma liste. Comme ça, je fais un petit tri et j'invite uniquement les bonnes personnes. Ensuite, je fais mon message d'invitation. Et mon message d'invitation, c'est simple. Bonjour, first name. Puis-je vous inviter à rejoindre mes contacts? Je suis passionné par l'expérience client et les challenges de la transformation digitale. J'ai d'ailleurs publié une BD. Voilà. Donc, en fait, mon message, il est conçu spécialement pour dire voilà pourquoi je suis intéressant. C'est des gens qui sont dans l'expérience client. Je dis que je suis passionné, c'est vrai. Et j'essaie de faire un petit teaser avec un petit truc gratuit. Une BD, c'est toujours… les gens disent ah, une BD, ouais, ça m'intéresse, etc., etc. Je ne suis pas en mode commercial, je ne suis pas en mode vendeur, mais je suis là en mode teaser. Et ensuite, je n'ai plus qu'à lancer l'invitation. Je peux en envoyer 120 par jour. Voilà. Et là, automatiquement, l'outil que vous voyez ici va prendre ma liste. Elle va voir le nom de la personne, enfin son prénom. Elle va scroller un petit peu pour faire comme si c'était en fait une utilisation normale. Elle va cliquer sur le bouton connecter. Elle va prendre mon message et elle va donc l'envoyer directement. Voilà. Donc en fait, là, vous voyez, il fait ajouter une note. Il choisit le petit truc là. Bonjour Mounir, puis-je vous inviter à rejoindre mes contacts, blablabla. Bla, bla, bla. Et il passe au suivant. Donc, vous voyez, c'est un outil qui est vraiment très simple. On va pouvoir comme ça trouver les bonnes personnes. Donc, suite à cela, moi, ce que je fais, c'est que le premier message est automatisé, mais le second message est toujours personnalisé. C'est-à-dire que le second message n'est pas automatisé, mais personnalisé. Et par contre, après, quand en fait j'ai un événement spécifique, qu'est-ce que je fais? Je choisis en fait mes contacts de premier niveau. Je choisis par exemple les gens qui sont responsables d'expérience client, comme je vous ai dit tout à l'heure, expérience client de niveau 1 cette fois. Et je ne prends pas en fait c'est 100 € par an. Hein. C'est un outil payant LinkedIn Helper. Voilà. Donc là, expérience client, il n'a pas voulu me rechercher. Non, je ne sais pas pourquoi. Mais autrement, donc, je choisis voilà, mes contacts de niveau 1, donc personne. Je choisis les contacts de niveau 1 à qui j'ai le droit d'envoyer un message. Donc, vous voyez, j'en ai 2600. Je peux après filtrer uniquement par les gens qui sont en France pour un petit peu avoir une bonne liste un peu plus adaptée. Voilà. Alors 2200, c'est un petit peu trop. Moi, généralement, j'essaie de réduire ça parce que vous voyez, vous êtes limité à 100 recherches en version LinkedIn gratuite. Donc, je vous conseille d'en réduire à 1000. Et donc, là, là, vous parlez, par exemple, vous cherchez par exemple directeur, expérience client. Là, on aura un petit peu moins de monde, à 52. Donc, ici, vous mettez votre liste, comme tout à l'heure. Vous avez créé votre liste exacte et vous préparez un message en disant bonjour. Voilà, j'organise un web séminaire spécialement dédié pour le responsable d'expérience client, blablabla. Bla, 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 bla. Et ensuite, voilà, comme tout à l'heure, vous allez envoyer un message à vos contacts de niveau 1. Alors, l'intérêt, ça ne sera pas de vendre. Hein. Encore une fois, le but, ce ne sera pas de vendre. Parce que si vous vendez directement, les gens vont dire ouais, vous êtes bien gentil, blablabla. Mais essayez d'apporter de la valeur ou en fait de proposer quelque chose. Par exemple, tiens, je vous montre un exemple, un livre blanc, une étude. Moi, je l'ai fait par exemple avec une enquête. Enfin, un web séminaire auquel j'ai invité et qui apportait de la valeur. Ça peut être une enquête sur quelles sont les tendances à venir, etc. Et vous pouvez détecter du projet. Ça peut être également présenter un audit. Vous avez fait un audit, vous avez fait un exemple de magazine pour Cathy ou pour Victor avec un exemple de vidéo dans tel domaine. Vous pouvez dire, tiens, voilà, je cherche les gens qui sont responsables communication dans le sport. Et à ce moment-là, je leur dis, tiens, regardez ce qu'on peut faire en truc dans le sport, blablabla. Enfin bon, vous contextualisez en donnant un exemple. On ne vend pas, mais on apporte de la valeur, on apporte du conseil. Voilà. Donc, c'est un petit outil qui est vraiment très bien foutu, qui coûte 10 € par mois, comme je disais, sans donner 100 $ par an. Et vous pouvez même faire d'autres petites choses. Par exemple, ici, vous avez une signature automatique avec un message qui est utilisé par défaut, qui permet en fait de ne pas faire du copier-coller 36 000 fois. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple très simple de ce qu'il est possible de faire pour aller utiliser des outils qui permettront de gagner du temps et d'aller prospecter. Donc, bien entendu, comme je disais, on est là pour apporter de la valeur. Et parfois, en fait, vous avez des messages, parfois des semaines plus tard, et des messages qui sont super sympas parce que voilà, je fais vraiment une petite sélection. Je vous remercie de votre message, votre prise de contact. Je n'ai pas malheureusement assisté au webinaire. J'espère que vous allez bien aussi. J'apprécie beaucoup votre démarche. Désolé, je prends connaissance de votre message que maintenant, blablabla. Donc, voilà. Donc, on est vraiment, quand on apporte de la valeur, on n'est pas dans un mode commercial, spammer, on est vraiment dans quelqu'un qui va être intéressé. Un petit rappel, c'est vrai qu'envoyer des messages sur LinkedIn, c'est intéressant, mais force est de constater que ce n'est pas super efficace parce que tout le monde ne lit pas, etc., etc. Donc, dans ces cas-là, moi, je vous conseille à penser multicanal et à relancer également par email
sur les emails professionnels, bien entendu, les contacts de premier niveau que vous avez. Et pour cela, en fait, vous avez des solutions comme par exemple dropcontact.io, qui est une petite solution française qui permet en fait de faire de l'enrichissement de bases de données. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez un fichier Excel de contact, mais vous n'avez pas forcément à jour les emails professionnels, vous n'avez pas forcément à jour la profession, vous n'avez pas forcément à jour tout ça. Et en fait, vous avez juste à utiliser ce petit outil-là qui va enrichir votre fichier Excel et qui va en fait tout simplement vous mettre des coordonnées. Alors en fait, c'est enregistrement de fichier. Voilà, donc ça vous coûte X euros par mois pour X milliers de contacts et c'est vraiment intéressant. Ça permet, moi, j'utilise parfois pour enrichir des fichiers où en fait, je n'ai pas la fonction, je n'ai pas le secteur d'activité, je n'ai pas la taille de l'entreprise, etc. etc. Vous pouvez également aussi avoir parfois le numéro de téléphone du standard, si vous voulez téléphoner, pas le 06, mais au moins le téléphone du standard, etc., etc. Donc, vraiment super intéressant pour qualifier sa base et relancer sa base. À défaut, si vous n'avez pas les emails professionnels hop, et que vous avez vos contacts sur LinkedIn, vous pouvez également utiliser des solutions comme par exemple hunter.io ou Snov. Snov.io, qui sont des petits outils qui permettent en fait de deviner les adresses email. Imaginons que, allez, je vais mettre ici, je vais mettre, allez, conseil marketing, voilà, conseilmarketing.com, et il va me dire, conseilmarketing.com, il y a un email qui existe, c'est fred@conseilmarketing.com. Oui, c'est bien mon adresse email à moi. Et il me dit, voilà, la structure des emails de conseil marketing, c'est first name, donc prénom, @conseilmarketing.com. Donc, c'est assez intéressant. Alors je ne sais pas si Courbevoie, Courbevoie, atelier numérique. Je vais voir si ça marche. Si on peut retrouver atelier numérique Courbevoie. Je vais voir si on peut retrouver la structure des adresses email. Donc, développement économique à Courbevoie. Alors, à mon avis, ça, il n'arrivera pas à le retrouver parce que c'est un peu trop spécifique. Mais on verra si avec Courbevoie, il arrivera à le faire. Non, il ne retrouve pas, mais courbevoie.fr. Ah, il ne retrouve pas non plus. Donc, c'est dommage. Mais parfois, en fait, il arrive comme ça à retrouver Courbevoie handball, Courbevoie sport, Courbevoie rugby. Donc là, il arrivait à trouver certains emails types. Bon, par exemple, pour mettre les Courbevoie rugby. Et en fait, il a reconnu, c'est là, manager, secrétaire, Courbevoie, etc., etc. Donc, il vous dit que généralement, la structure, c'est first.last. Ça, c'est intéressant si vous avez des contacts LinkedIn. Et donc, de premier niveau, encore une fois, c'est de premier niveau, pas les autres niveaux. De premier niveau que vous souhaitez en fait relancer par un autre canal parce que tout le monde ne lit pas les messages LinkedIn. Voilà. D'autres outils également pour détourner les algorithmes. Par exemple, sur LinkedIn, Twitter, Facebook, etc., il y a toujours un algo qui est simple. C'est vous publiez un contenu. Ce contenu est affiché à une sélection de personnes. Si ces sélections de personnes like, commandent, regardent, etc., etc., il sera affiché à plus de personnes. Si plus de personnes regardent, il y aura plus de vision, etc., etc., etc. Voilà. Donc, en fait, le but, c'est d'aller détourner cet algorithme-là qui est vraiment fait sur le contenu est affiché à une sélection de personnes. S'il y a beaucoup de réactions, des j'aime, des commentaires, des partages, etc., le post est affiché à plus de monde. Et à ce moment-là, en fait, on a plus de visibilité. Donc, le but, c'est d'aller détourner ça. Donc, on peut le détourner de manière simple. Par exemple, si vous êtes plusieurs dans une entreprise, demandez à vos collègues via email, via Slack, Teams, SMS ou n'importe quoi, de partager et de commenter vos contenus. Et vous verrez qu'en faisant ça, plus vous aurez de commentaires au départ, plus en fait, vous aurez de visibilité. On peut aller plus loin, il y a des outils qui permettent d'automatiser ça. Alors, c'est des outils qui marchaient très bien il y a encore 4, 5, 6 mois. C'est beaucoup moins efficace. Ça permet en fait pour 5 $ par mois d'aller en fait faire en sorte qu'il y ait une quinzaine ou une trentaine de personnes qui auto-like ou auto-commentent vos contenus sur LinkedIn. Alors, c'est plus très efficace. Le seul intérêt, c'est quand vous avez une publication, vous souhaitez lui donner un petit coup de boost au départ pour lui donner un peu de visibilité. Ça, cet outil que j'utilise qui s'appelle Lempod permet comme ça de donner ce petit coup de boost. Ça permet de donner un petit coup de boost. Alors, c'est plus très efficace, mais ça permet comme ça de faire décoller un article. Ce qui marche le mieux actuellement, c'est un vrai contenu de qualité avec des vrais partages de qualité. Et en fait, c'est le groupe WhatsApp. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je fais partie de plusieurs groupes WhatsApp avec des experts dans mon domaine, concurrents ou non concurrents. Et en fait, on peut publier chaque jour sur les groupes un contenu, que ce soit sur Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, etc. Et on sait très bien que, par exemple, sur YouTube, si vous postez une vidéo et qu'il y a quelqu'un qui like, qui commande et qui regarde la vidéo jusqu'au
co-bouffe, bah, tout de suite, ça va donner un coup de boost à votre vidéo. Parce que YouTube se dit, ah tiens, c'est une vidéo intéressante, je vais l'afficher un peu plus. Sur LinkedIn, c'est la même chose. Si ben, dans les 2 heures ou dans l'heure suivant la publication, il y a quelqu'un qui like, qui commande et qui fait éventuellement un partage, tout de suite, ben, LinkedIn va dire, ah ouais, c'est un truc intéressant. Et donc, grâce à ça, en fait, on arrive à avoir plus de viralité sur les réseaux sociaux. Donc, un outil vraiment intéressant. Je vous invite à le faire. Si vous avez des contacts non concurrents dans votre secteur d'activité, dites-vous, bah, tiens, on est entrepreneur, nous aussi, on voudrait booster notre activité, faites-nous part de vos liens. Et tac, en fait, on va se booster les uns les autres. Toi, par exemple, Eric, pourrait très bien dire, voilà, on crée une communauté d'entrepreneurs courbevoisiens. Et en fait, quand il y a un contenu qui est intéressant qui est publié sur les réseaux sociaux, et ben en fait, mettez-le sur le groupe des entrepreneurs courbevoisiens et les gens vont pouvoir donc découvrir, bien sûr, découvrir le contenu, mais surtout partager et le commenter. Et le fait que tout le monde partage et commente fera que ce contenu sera encore de plus en plus vu. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui marche pas mal pour aller donner encore une fois ce petit coup de boost à une publication. Ça ne va pas faire le jour et la nuit. Hein. Si votre publication n'est pas intéressante, ça va retomber comme un soufflet derrière parce que la communauté et vos contacts ne vont pas regarder, relayer. Mais c'est intéressant pour donner cet effet booster au départ. Voilà. Alors, hop, je vais avancer un tout petit peu. Donc voilà, la recette du succès n'est pas tout le temps valable. Par exemple, moi, j'ai passé du temps à faire des articles et j'ai eu beaucoup de vues, de likes et tout ça. Et ça fait finalement assez peu de visiteurs. Alors ça date un peu, ça a augmenté entre-temps. Parfois, en fait, un stack content, ça délike des vues, mais ça ne donne pas grand-chose. Et parfois, en fait, juste un tout petit truc. Là, j'ai fait une vidéo avec Lumen5 pour un cahier des charges. Je disais, tiens, voilà, je vous offre un cahier des charges pour un projet de chatbot. Tout de suite, ça m'a ramené 30 leads. Parce qu'en fait, c'était un contenu qui était là pour générer du prospect. Ce contenu-là était très informatif et ce truc-là était vraiment très humoristique. Donc, en fait, il ne faut pas perdre de vue que certains contenus sont plus efficaces que d'autres. Et voilà, produire du contenu pour du contenu, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut vraiment produire du contenu pour avoir un objectif derrière. Alors, on est quasiment fini. Je vais passer après la quatrième partie. Je vais peut-être juste prendre une petite question ou deux. Alors, il y a Marc qui dit j'étais absent de CES pendant la conf, je n'ai pas vu. Vous avez parlé de CES Navigator. Alors, moi, je n'utilise pas en fait CES Navigator. CES Navigator, c'est l'outil de LinkedIn qui permet de faire du ciblage, qui permet de créer des listes. C'est un outil qui est sympa, mais je trouve qu'il est cher. Et moi, personnellement, je préfère utiliser des outils comme LinkedIn Helper qui sont beaucoup plus efficaces, qui offrent d'autres fonctionnalités, mais qui ne sont pas autorisés par LinkedIn. Hein. Normalement, c'est des produits qui ne sont pas autorisés, mais qui sont vraiment tellement intéressant que ça vaut le coup de les utiliser quand même. LinkedIn Helper permet de faire de l'automatisation de messages, de la réponse, de l'invitation, chose qui n'est pas possible de faire sur CES Navigator. Voilà. Donc, c'est des produits qui sont différents. Prospecting se ressemble beaucoup à LinkedIn Helper. La seule différence, c'est que Prospecting permet de créer des séquences de messages. C'est une solution française aussi. Alors, c'est un petit peu, comment dire, un peu plus hard parce qu'en fait, vous allez vraiment avoir des séquences de messages, vous allez harceler un petit peu les gens. Et je sais que moi, sur ma cible, il y en a à peu près 5000 en France des responsables d'expérience client. Je n'ai pas envie de me griller avec de la prospection qui est vraiment hard selling. Donc, c'est pour ça que je n'utilise pas Prospecting pour cette cible-là. Voilà. Alors, pourquoi les contacts de premier niveau? Tout simplement parce qu'on n'a pas le droit d'envoyer des messages directs à des contacts de second niveau. Les contacts de second niveau, on peut juste les inviter à rejoindre votre réseau. Et de toute façon, pourquoi j'envoie des emails aussi qu'à mes contacts de premier niveau? Parce que je ne vais pas spammer les gens qui ne m'ont pas donné l'autorisation de discuter avec eux. Voilà. C'est aussi simple que soit. Alors, les témoignages clients, comment on peut avoir des témoignages clients? Comme je disais, c'est comme tout à l'heure, vous avez une base d'email, envoyez un message, qu'est-ce que vous avez pensé dans le cas de satisfaction? Et à la fin, vous dites, voilà, un petit message, est-ce que je peux publier votre témoignage, votre avis? Et également, les avis sur LinkedIn, voilà, c'est très simplement les recommandations. Voilà, avec ça, vous allez récupérer des témoignages très simplement. Alors, pourriez-vous approfondir pour obtenir des recommandations, notamment pour les acteurs du tourisme, et quels réseaux sociaux privilégiés pour les hébergeurs des activités de loisirs? Merci beaucoup. Alors, pour obtenir des recommandations, tout simplement, ce que je vous invite à faire, c'est ce que fait mon parent, c'est un livre d'or. C'est simplement les gens qui viennent dans votre location. Vous avez votre fameuse table avec les petits goodies que vous allez offrir. Mettez un petit livre d'or avec ce que les gens pourront laisser. Et vous pourrez juste recopier en fait ces textes-là et les mettre en fait sur votre site internet. Alors, vous ne pouvez pas mettre obligatoirement le prénom de la personne, vous pouvez mettre juste Françoise F. Voilà, et des choses comme ça. Très simple à faire, vraiment pratique. Ou une enquête de satisfaction par email derrière.
ou même un SMS si vous n'avez pas les emails. Vous pouvez envoyer alors, comment s'est passé votre séjour? Dites-moi tout. Vous leur dites ça après une fois qu'ils sont partis et les gens vont vous faire un message que vous pourrez réutiliser. Voilà. Alors, pourquoi je n'utilise pas Prospecting? Alors, Prospecting est un peu plus cher. Comme je vous le disais, c'est une solution qui est française, qui est un peu plus chère, un peu plus Prospecting, voilà, mais qui est une très bonne solution, mais qui est plus en fait, comment dire, voilà, je vais le mettre ici. Pour regarder tranquillement, hein. Prospecting, c'est une solution qui permet en fait d'automatiser l'envoi de messages. C'est un petit peu différent. On est quand même beaucoup plus dans le, voilà, vous avez ici les tarifs. Comment dire, la démarche est quand même un peu plus hard selling. Voilà, parce que vous pouvez faire des scénarios de messages qui vont être envoyés, etc. etc. Et donc, c'est quand même des séquences de messages. C'est plus, je trouve que c'est dans mon domaine qui est très, très, très qualitatif. Je n'ai pas envie de me griller avec des gens qui disent non, mais arrêtez de me harceler avec vos messages, j'en ai marre. Et ça peut arriver très facilement quand c'est mal conçu, qu'on essaie de faire le vendeur et tout ça. Voilà. Ça peut marcher dans d'autres domaines. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autres questions? Poyo 1, oui, mais LinkedIn Helper ne pourra pas envoyer au contact premium de LinkedIn. Il y en a de plus en plus. Bah, si, en fait, vous pouvez envoyer des messages à tout le monde. En fait, LinkedIn Helper envoie des messages à tous vos contacts de premier niveau. Voilà. Et des invitations à vos second niveaux également. J'espère que j'ai été clair. Alors, je vais passer à la dernière version. Les deux outils sont intéressants, comme je vous ai utilisé les deux si vous souhaitez. Peu importe, hein, les deux sont très bien et offrent vraiment des possibilités intéressantes. Donc, améliorer la conversion, c'est quelque chose qui est important parce que dans le contexte actuel, vous allez voir, on aura moins de prospects et donc les prospects qu'on va avoir, il va falloir pas les louper et être convaincant. Donc, il ne faut plus manquer son coup. J'en parlais tout à l'heure d'orienter les offres. Alors, la fin de LinkedIn Helper. Alors, je vais finir juste là-dessus. Donc, LinkedIn Helper, en fait, il a été sanctionné par LinkedIn il y a peut-être 6 mois ou quelque chose comme ça. Moi, j'avais arrêté d'utiliser et ensuite, ils ont changé de version et donc, en fait, maintenant, ça remarche et ils sont en train de préparer une V2 qui est encore plus puissante, qui sortira encore bientôt. Donc, voilà, pour l'instant, voilà. Donc, Sales Navigator, oui, un outil intéressant, mais ce n'est pas le même usage. On n'arrivera pas du tout à la même utilisation entre Sales Navigator et c'est même complémentaire. On peut utiliser LinkedIn Helper ou Prospecting avec Sales Navigator, ce sont des outils complémentaires. Voilà. Donc, ne pas trop manquer son coût, comme je le disais, personnaliser les offres, hein, orientation client, pourquoi moi plutôt qu'un autre, mon produit plutôt qu'un autre besoin, être convaincant. Donc, c'est simple, il faut être visible lors du parcours d'achat. Quand les gens vont s'enseigner comment ils font, ils vont sur Google, ils tapent sur Internet, ils ont des prescripteurs, etc. Être dans la shortlist, hein, donc comment être reconnu comme un leader. Ça, c'est un travail de marque. Quand on tape votre nom sur Google ou votre métier ou le besoin, il faut que vous soyez présent et être percutant. Tout simplement, comme je disais, c'est mettre le logo, c'est mettre les usages, faire du storytelling, ne pas faire une démo produit, mais une démo orientée client. Moi, c'est ce que j'essaie toujours de faire en disant, voilà, je commence toujours mes présentations, je me mets dans la peau d'un de vos clients. Alors, votre client, il va sur votre site internet, il fait ci, puis ensuite, il fait ça. En mode storytelling, vous êtes beaucoup plus convaincant qu'en mode fonction. Alors, regardez ici dans le menu, vous avez ça, puis ensuite, vous pouvez faire ça, et ensuite, vous pouvez faire ça. Non, il faut se mettre en storytelling et en mettant les avantages qui sont mis en avant. Voilà. Une petite astuce que je vous invite à faire, si vous ne savez pas comment faire pour être plus convaincant, il y a un truc simple à faire, c'est dites-vous, si vous aviez en face de vous le client du siècle, que vous ne voulez absolument pas louper, qu'est-ce que vous feriez pour le convaincre? Et là, vous listez sur un papier. Alors, si j'ai le client du siècle, ce que je ferais, c'est que je personnaliserai ma démo. Je le mettrai en contact sur LinkedIn avec lui. Je lui enverrai un petit témoignage client d'un client satisfait. Je ferai ceci, je ferai cela. Donc, si j'avais ce client du siècle et que je ne voulais pas le louper, je ferais ça, 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 ça. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous vous dites, OK, cette démarche-là, est-ce que je peux l'industrialiser? Est-ce que je peux la systématiser un maximum? Et quand vous allez faire ça, vous allez voir que vous allez changer la manière dont vous allez présenter vos offres. Vous n'allez pas juste faire, tiens, c'est un prospect. Vous allez faire vraiment votre maximum pour convaincre. Et c'est un petit truc simple, j'en parlais tout à l'heure de se poser les bonnes questions et on y revient, on reboucle. C'est comment je peux faire pour ça? C'est pas, il faut absolument que j'ai ce client-là, c'est comment je peux faire pour convaincre ce client? Changer la posture, important. C'est pour ça que je reviens sur cet élément-là.
Là, en fait, je vais faire juste un petit focus, mais très rapide, sur les couleurs, parce que je pense que c'est important lorsqu'on fait de la vente en face à face de bien prendre en compte cette couleur-là. Et en fait, je vous invite à suivre sur LinkedIn Jean-Pascal Mollet, coach de vente, qui publie des vidéos très intéressantes sur la vente. Et régulièrement, il donne des petites astuces et il est très, très fort sur la gestion des couleurs. Et je vous invite en fait à aller sur sa chaîne YouTube. Vous avez en fait une petite série de vidéos qu'il a fait au café. Je vous invite à le faire. Jean-Pascal Mollet, je crois que c'est ça. Voilà. Tac. Voilà. Et vous allez regarder ici ces petites vidéos qui s'appellent en fait voilà, le rouge à la machine à café, le bleu à la machine à café, etc. Et en fait, il vous montre de manière humoristique les différents caractères des personnes. En fait, il y a 4 types de caractères. Vous avez le rouge. Moi, je suis un rouge, par exemple. Je parle beaucoup. J'interromps les gens. Je suis très directif. Je vais aller directement à l'essentiel. Je suis parfois, sans le vouloir, un petit peu cassant. Je prends des décisions très, très rapidement. Je vais vite. Et donc, ça, c'est mon profil à moi. Et le problème, c'est qu'en étant rouge, quand je suis rouge et que j'ai en face de moi des gens qui sont, par exemple, des bleus, les bleus, c'est quelqu'un qui est très cérébral, rigoureux, carré, qui aime bien prendre son temps, etc., etc. Et bien parfois, paf, ça clash parce qu'on a des caractères qui sont opposés. Et donc, je suis obligé de changer mon caractère quand je suis en face d'un bleu en l'écoutant plus. En n'ayant pas, allez, vous prenez votre décision, je vous fais une offre, machin, etc. En fait, il faut savoir changer sa mentalité et s'adapter aux personnes. Et ça, en fait, voilà, vous avez ici vos profils. Grosso modo, comme je vous le disais, on a une ou deux couleurs principales. Moi, je suis rouge et je suis un petit peu, allez, on va dire vert. Je suis rouge, jaune, vert. Je suis pas très bleu. Et donc, en fait, justement, quand on travaille avec un bleu, il faut respecter que ça soit ordonné, que ça soit cadré. Il faut qu'il y ait un process. On ne va surtout pas faire des choses brusques, des trucs intrépides et des choses comme ça. Allez hop, on y va, on met en place un POC et tout ça. Non, le bleu va dire non, mais un POC, un bêta test, non, 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 moi je veux une solution, etc. Si on est avec un vert, quelqu'un qui est plutôt comme ça calme, attentionné, coopérant, etc., bah, on va essayer plutôt de dire voilà, on va trouver quelque chose, une solution qui va convenir à tout le monde, blablabla. Et on ne va surtout pas lui dire on va révolutionner votre entreprise, vous allez voir, ça va être quelque chose d'une innovation qui va changer votre manière de travailler. Alors là, l'introverti, le vert, il va dire oula, là, ça va être plein de problèmes, ce n'est pas pour moi. Donc le rouge, ben, il aimerait bien relever les défis, mais tu vois, il n'aimera pas qu'on le contredise. Il ne faut surtout pas lui dire voilà. Non, mais ce n'est pas du tout ce que vous faites, etc., etc. Le jaune, eh ben, il faut plutôt chercher à l'influencer. Il ne faut surtout pas être logique. Le jaune, c'est quelqu'un qui est très dans l'émotion, dans l'enthousiasme, la communication. C'est quelqu'un qui n'est pas carré, qui a plein d'idées tous les 50 000 secondes. Il faut dire, ouais, ok, d'accord, c'est super idée, c'est génial. Mais il ne faut pas dire, non, mais attendez, vous avez oublié ça, vous avez oublié ça, vous avez oublié ça, parce qu'autrement, vous allez le perdre complètement. Voilà. Donc, vraiment important, travaillez votre communication verbale et non verbale. Vous aurez les slides, vous regarderez ça tranquillement. Vous pouvez les détecter. Le jaune, il raconte des histoires, il parle de ses sentiments, il s'exprime, il fait souvent dévier la conversation. Il varie sur le ton, il est théâtral, etc. Le rouge, moi, je suis très rouge. Je sais que j'affirme, je ne questionne pas. Je dis hey, comment vous faites ça? Et comment vous faites ça? Et comment vous faites ça? Et je parle plutôt que j'écoute. J'aime bien m'entendre parler. Et il faut vraiment que je fasse attention quand je suis là, vous voyez, dans le web séminaire, j'aime bien parler. J'utilise beaucoup de mots, je suis énergique, je suis carré, je vais droit au fait. Comment faites ci ou comment faites ça? Je suis direct, je suis parfois un peu sec et j'ai un volume important, etc. etc. Par contre, voilà, les autres, voilà, le vert, il écoute plus. Il écoute. Ben, en fait, il est plutôt ferme, chaleureux, etc. Le bleu, voilà, il est tourné vers les faits, il partage peu ses sentiments, il ne faut pas trop parler de sentiments, de personnalité, etc. etc. Voilà, selon les différentes communications et les différents profils, à vous de vous adapter. Voilà. Et donc, je vous invite à aller voir, vous allez sur la chaîne YouTube et sur le site de Jean-Pascal, hein, vous aurez des trucs très intéressants sur la gestion des couleurs. Voilà. D'ailleurs, dans une communication, il faut penser aux 4 couleurs. Oui, tout à fait, c'est Fabienne qui le dit. Hein. Quand vous avez comme ça des personnes, il faut penser aux gens qui sont rationnels. Quand vous faites une publicité, mettez toujours des chiffres, X% de réussite, etc. etc. et de l'émotion, fini les erreurs de machin. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment
important. Donc, ces notions de couleur, c'est important. Vous avez plein de tests en fait sur Internet pour savoir quelle est votre couleur. Et ensuite, vous verrez comment adapter votre couleur à ça. Ça, c'est vraiment très, très important. Et par exemple, me communiquer avec un verre, c'est commencer par une réflexion personnelle, briser la glace, prendre un sujet calmement, échanger avec lui, poser des repères, etc. Un bleu, c'est préparer un sujet, être carré. Il ne faut surtout pas venir en touriste en disant « Ah ben non, j'y ai pas pensé, etc. » Il est parler en termes de faits, d'avoir un planning, argumenté, des preuves, etc. Le rouge, il faut être précis, il faut aller directement dans son sens. Il n'aime pas être valoriser une opinion, valoriser, etc., etc. Voilà, donc je vous ai mis ça pour regarder tranquillement. Alors, encore une fois aussi pour la vente, il y a un bouquin qui est génial que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. C'est Ne coupez pas la poire en deux de Chris Voss. Je vous invite vraiment à le lire. C'est un bouquin qui est fait par un négociateur du FBI. Et en fait, il explique bien que pour vendre et bien négocier, il y a des petits trucs qu'il faut faire et ça change la vie. Par exemple, en fait, un truc qui est très compliqué et que les gens ont du mal à faire, c'est en fait quand ils ont une vente, les gens disent non mais c'est trop cher votre prix. Et en fait, le réflexe, c'est de dire oh merde, c'est trop cher. Bon, comment on peut faire? Et puis alors, on commence à se dire bah, je vais réduire ça, je vais réduire ci, je vais dire ça. Et en fait, après, on revient voir le client et le client dit ah non, mais c'est encore trop cher. Et alors, on redit ah merde, comment je peux faire? Bah, je vais refaire une proposition, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et en fait, on est en train de négocier contre soi-même et on est en train de réduire son offre. Alors qu'au contraire, il faut renvoyer au client la demande et dire mais comment faire pour que mon offre soit plus acceptable et soit plus intéressante pour vous. Et là, en fait, vous êtes sur notre démarche. C'est le client qui va dire bah, en fait, moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, ce que je veux, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et vous allez en fait avoir les informations. Ou alors, vous dites voilà, moi, je peux vous proposer tel prix parce qu'il y a ça, 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 ça. Comment faire mais comment on peut faire pour que l'offre soit mieux pour vous. Et là, en fait, vous êtes dans une démarche qui est totalement différente. Donc, ce bouquin-là, je vous invite vraiment à lire. Il servira à la fois dans votre vie professionnelle, mais également dans votre vie personnelle. Si vous devez acheter une bagnole, si vous devez faire n'importe quoi, ce bouquin-là se lit très simplement. Il y a plein d'histoires, c'est très simple à faire et facile à utiliser. Et il a également ici un truc que vous devez utiliser, qui est dans le bouquin, c'est « Vous avez abandonné votre projet de ». Et en fait, par exemple, chez nous, on avait des spécialistes de la prospection et puis ils disaient, mais non, mais moi, il y a des gens, j'arrive plus à les avoir. Plus de son, plus d'image. On avait un devis en cours et j'arrive pas à l'avoir, il ne répond pas à mes messages, il ne répond pas à mes appels, etc. Et dans ce bouquin-là, en fait, il explique bien qu'il y a une technique simple, c'est vous envoyez un email simple en disant en objet, vous avez abandonné votre projet de tac. Et vous dites, bonjour machin, est-ce que vous avez abandonné votre projet de bidule? Tac. Et vous allez voir, c'est un email qui va vous permettre de faire réagir les gens. Les gens vont se dire non, mais je n'ai pas abandonné, mais c'est ceci, cela. Ou oui, c'est abandonné, etc. Et là, vous serez sûr que l'affaire sera abandonnée ou pas. Et si elle n'est pas abandonnée, vous saurez s'il y a un délai, s'il y a des contraintes, etc. Donc, utilisez toujours ce truc-là. Est-ce que vous avez abandonné votre projet de bidule? Hyper fort. Également aussi, les mots magiques. Si vous voulez faire une offre, justifiez-la. Dites toujours parce que. Parce que je vous relance parce que ceci, cela. Ou je vous fais une promo parce que ceci. Le fait de justifier ça fera que la personne va comprendre pourquoi vous faites une promo, pourquoi vous la rappelez. Donc, utilisez parce que pour justifier une chose, même si c'est quelque chose qui est bête. En fait, c'était mis en avant par Robert Cialdini, qui est auteur du livre Influence et manipulation, et qui explique bien que le fait de dire parce que fait que les gens vont accepter beaucoup plus facilement. Il donne l'exemple des gens qui font de la queue pour faire des photocopies dans un magasin. Donc, il y a des gens qui attendent et puis il y a des gens qui disent une personne qui peut passer devant et elle dit excusez-moi, je voudrais passer devant. Et les personnes à 90% disent non, désolé, faites la queue comme tout le monde. Si la personne dit est-ce que je pourrais passer devant parce que je dois me rendre un rapport dans les 2 heures et c'est vraiment important. Et voilà. Donc, elle dit j'ai un rapport parce que j'ai ceci, cela. Et donc, elle a un taux d'acceptation qui est important ou beaucoup plus important parce qu'elle a une urgence. Et si par contre, elle dit juste est-ce que je pourrais passer devant parce que je dois faire des photocopies, et en fait, elle a un taux d'acceptation pour passer devant qui est quasiment aussi important que la personne qui a un vrai prétexte. Et donc, le fait juste de dire parce que, même avec une justification qui est complètement débile, fera que la personne va accepter plus facilement une demande. Voilà. Et autrement, d'autres accroches qui font réagir, moi, j'utilise dans mes emails, c'est par exemple l'email qui dit « Est-ce que vous voulez mon outil de calcul de ROI de tel produit ?» Ou l'email qui est « Demande de rendez-vous ». Et la personne dit « Ah, demande de rendez-vous, ok, d'accord. »
Et le dernier truc, c'est au téléphone, quand vous demandez à quelqu'un, c'est est-ce que, au lieu de dire bonjour, je voudrais vous parler, est-ce que vous avez 2 minutes à m'accorder? Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut dire bonjour, je suis Frédéric de telle société, est-ce que je vous dérange? Et là, en fait, la personne va vous dire soit oui, vous me dérangez et vous calerez un rendez-vous à plus tard, soit elle dit non, c'est bon, j'ai 2 minutes tout de suite avant de réunion. Et là, vous aurez le temps. Donc, ne jamais dire est-ce que vous avez 2 minutes à m'accorder, mais est-ce que je vous dérange? Voilà. Il y a des petits trucs qui vont vous permettre comme ça d'améliorer directement vos ventes. Je parlais également de la conversion. Et là, c'est des derniers points qu'on va aborder. Je vais aller rapidement pour la fin parce que tout le monde n'est pas sur le web. Trafic ne veut pas dire conversion et donc client. Par exemple, en fait, j'ai créé un contenu spécial confinement. Ça pourrait intéresser d'ailleurs un peu tout le monde. C'est un outil sur comment. C'est un article de blog que j'ai fait. C'est c'est 28 astuces pour utiliser Zoom. Donc, il y a X astuces, hein, comme par exemple, là, je vois Fredolino qui a mis un fond d'écran là intéressante, Fabienne aussi. Ça fait partie des petites astuces qu'il y a là-dedans. Donc, j'ai mis plein d'astuces pour Zoom. Donc, ça, c'est un article qui a cartonné. J'ai eu des milliers de visites ou des centaines de visites avec cet article-là. Mais par contre, ça n'a quasiment rien inscrit sur ma newsletter parce qu'en fait, c'était des visiteurs qui n'étaient pas intéressants. J'ai fait quoi? 1 ou 2 ventes sur un produit d'affiliation. Donc, faire du trafic, ce n'est pas le plus important. C'est dire combien je convertis. Et donc, pensez à l'analyse de votre cycle des ventes. Et en fait, il y a un petit moyen de le faire très simple. C'est le tunnel de conversion AARRR. C'est-à-dire que dans votre cycle de vente, vous pouvez le modéliser selon ce schéma-là avec 5 étapes. L'acquisition, donc c'est les gens que vous rencontrez en physique via votre blog, via le newsletter, via les réseaux sociaux, etc. etc. Donc, par exemple, ici, j'ai 100 visiteurs. L'activation, c'est les gens qui, par exemple, vous demandent un devis. Voilà, il y en a par exemple 10 sur les 100. La rétention, c'est les gens qui recommandent régulièrement avec vous ou si c'est un système à abonnement. La recommandation, c'est les gens qui vous parrainent et qui vous disent tiens, je vous recommande telle personne. Et les revenus, c'est comment je peux augmenter mes revenus. Et ici, vous verrez, vous aurez un lien avec un fichier Excel qui résume ça, avec un cas pratique et vous pourrez voir de manière plus précise en fait comment vous allez pouvoir l'adapter à votre activité. Donc ici, vous voyez, par exemple, pour moi, pour le blog, c'est l'acquisition. Enfin, c'est un des blogs que j'ai. L'acquisition, c'est le nombre de visiteurs sur le site. Il y a 4500 visiteurs qui sont venus dans le mois. Ensuite, l'activation, c'est les gens qui s'inscrivent à la newsletter ou qui téléchargent un livre blanc. La rétention, c'est les gens en fait qui lisent les messages. Le premier message, en fait, il est lu à 40%. Le deuxième message à 8%. Puis après, il n'y a que 2 messages, donc c'est 0%. Tac. La recommandation, c'est les gens qui recommandent et qui envoient les guides à d'autres personnes. Et le revenu, c'est les gens qui payent. Il y a 1%. Donc, on voit que entre le nombre de personnes ici qui visitent le site, le nombre de personnes en fait, qui souscrivent à la newsletter et les gens qui payent, il y a très peu de gens. Donc, en fait, le but, c'est d'aller améliorer les endroits où ça ne va pas. Et donc, voilà, c'est différents points. Et pour faire simple, hop, on arrive à un petit graphique comme ça. Où on dit, bah voilà, l'acquisition, c'est les mots-clés, c'est le trafic. Ici, c'est le taux de conversion. Par exemple, là, je l'ai dit, hein, il y a 236 personnes, je crois, 286 sur les 4600 qui s'inscrivent au blog. Donc, ça fait 6,36%. Donc, c'est un bon taux de conversion. Par contre, en fait, il y a 8,30% d'ouverture pour le deuxième message, c'est très mauvais. Il y a uniquement 2 messages qui sont envoyés, donc il y a un gros effort. Il n'y a que 1% des gens qui commandent, donc ce n'est pas terrible. Donc, en fait, après, il faut se dire comment on va faire pour améliorer ça. Et en fait, on va, par exemple, moi j'ai dit, je vais créer une séquence de 7 messages dans mon autorépondeur. Je vais changer l'expéditeur en mettant un nom de femme. Je veux en fait aussi améliorer les sujets, les contenus, etc. etc. Et tout de suite, avec un objectif initial que je m'étais fixé de 40%, je suis arrivé à 60%, 66% de taux d'ouverture pour le premier message, 33% de clics. En changeant les choses, en changeant ma séquence d'autorépondeur, tac, ça change les choses. Le but, c'était véritablement d'améliorer son cycle de vente et savoir où ça ne va pas. Et ça, on peut le faire dans n'importe quel secteur d'activité. Comme je disais, le nombre de devis, le nombre d'entretiens décrochés, etc. Et se dire, mais où ça ne va pas? Est-ce que c'est dans la partie entretien? Est-ce que c'est dans la partie offre commerciale, etc., etc. Et ça vous permet en fait d'analyser de manière rationnelle votre cycle des ventes. Voilà. Alors, j'en arrive à la conclusion, et puis après, je vais prendre encore quelques questions-réponses. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est vraiment important de définir ce que j'appelle la North Star Metric, c'est-à-dire votre indicateur clé. Le problème en fait de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'en fait on court beaucoup de lièvres à la fois. Dans toutes les entreprises, c'est le cas.
Moi, je le vois, quand on est dans une entreprise, les commerciaux, ils ont un objectif, c'est le chiffre d'affaires. Le marketing, c'est le nombre de prospects générés. Le service client, c'est le taux de décroché ou le nombre d'appels qui ont été traités de tickets qui ont été traités dans la journée. Le service comptable, c'est par exemple le nombre de créances recouvrées ou la trésorerie en banque, etc., etc. Donc, en fait, tout le monde a un petit peu des objectifs qui sont certes un petit peu liés, hein, parce que plus j'ai de prospects, plus j'aurai de chiffre d'affaires, mais chacun court dans son couloir. Et on court chacun en parallèle sans se concerter. Et donc, on n'a pas d'alignement. Quand on est en fait un entrepreneur, moi je le suis, parfois on a tendance à suivre trop d'indicateurs. Moi, par exemple, pendant très longtemps, pour le blog, je suivais beaucoup donc, le chiffre d'affaires, certes. Je suivais le nombre de visites par jour. Je suivais le nombre de prospects générés par jour. Je suivais l'évolution de mon positionnement sur certains mots-clés sur Google. Donc, j'avais en fait 4 indicateurs que je suivais quasiment tous les jours. Je me disais, ah, est-ce que j'ai fait une bonne journée ou pas? Et quand je voyais le trafic baisser, je me disais, ah non, mais il faut que j'écrive des articles de blog. Quand je voyais le nombre de prospects qui diminuait, je me disais, ah, bah attends, il faut que tu travailles sur la conversion et les formulaires. Quand je voyais que je baissais sur certains mots-clés, je me disais, ah non, il faut que je refasse des liens. Et en fait, j'étais comme ça à courir différents lièvres et à changer un petit peu ma stratégie qui était souvent un petit peu liée. Sauf qu'en fait, en faisant ça, en fait, on n'est pas focus. Le but, c'est plutôt de se concentrer sur un indicateur clé. Et depuis quelques mois, je me suis dit, non, Fred, maintenant, ton indicateur clé, c'est le chiffre d'affaires. Et donc, à la fin de la journée ou dans la semaine, tu dis, Fred, est-ce que les actions que tu mets en place contribuent à faire ça? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es aligné? Et en ayant vraiment en tête ça, j'ai un filtre qui me permet de dire, Fred, tu dois plutôt faire ça ou pas. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais tendance à me disperser et tendance à faire des choses qui ne sont pas utiles. Et ça m'a vraiment appris à me concentrer. Et dans un contexte économique comme le nôtre, il faut vraiment se concentrer et pas disperser ses efforts. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire ça, à véritablement définir un indicateur clé qui va déterminer vraiment ce que vous allez faire comme action. Donc, on arrive à la conclusion. Il nous restera à peu près une dizaine de minutes pour prendre encore quelques questions-réponses. Ce qu'il fallait retenir, c'est que il faut revoir son marketing. Il y a un avant, il y a un après. Il faut revoir ses personas, il faut revoir son offre, il faut revoir sa manière de communiquer. Il faut revoir le pourquoi de son produit. Il faut également se baser sur ses clients. Alors, j'ai peut-être pas fait un focus suffisant là-dessus parce qu'on a parlé beaucoup de choses, mais pensez à vos clients, écoutez-les. Faites, par exemple, nous, dans la boîte, en fait, on fait un rendez-vous avec le top 20 des clients tous les trimestres, tous les semestres. Il faut qu'au moins une fois dans l'année, on ait un rendez-vous de direction avec le top client. Et pas que notre interlocuteur, mais top client pour montrer les trucs. Ça, c'est vraiment important. C'est super important. Voilà. Donc, l'effet ciseau, c'est simplement, on a moins de clients, on a toujours autant de charges, et là, tac, à un moment, ça coupe. Donc, concentrez-vous sur vos clients. Vous avez beaucoup plus de chances à vendre sur vos clients actuels que d'aller chercher beaucoup de prospects. Misez sur l'expérience client pour faire en sorte que les gens se disent non, mais le produit est vraiment bien, quoi. Voilà. Évitez de vous noyer dans des micro-actions, trop de balades sur les réseaux sociaux, etc., etc. On peut certes se distraire, on peut faire des choses, mais pensez efficacité et utilisez ces North Star métriques. Voilà ce qu'il fallait retenir. Et votre plan d'action est simple. Dès aujourd'hui, repensez vos personas, écoutez vos clients. Voilà, qu'est-ce qu'ils vous disent? Adaptez vos offres en mode déconfinement. Créez du relationnel. Mettez vraiment de l'humain, c'est ce qui fera la différence. Mettez le relationnel, comme je disais, dites je. Faites de la connexion avec les gens en parlant de choses qui peuvent résonner en eux. D'ici 2 semaines, repositionnez vos offres de valeur, contextualisez vos contenus et vos communications. Et ensuite, bien sûr, rapprochez-vous de vos clients et prospects. Optimiser la conversion, j'en ai parlé à la fin, c'est super important, et mener des enquêtes de satisfaction pour voir ce que vous pouvez améliorer. Voilà. J'en ai fini. Ce que je propose, c'est que peut-être, soit en fait, on fait le tirage au sort, soit je prends les questions, comme vous voulez. Je vais peut-être prendre déjà une ou deux questions. Dans une communication, il faut penser aux 4 couleurs, ça on l'a dit. Vends cher et tu te feras respecter, tout à fait, c'est extrêmement une excellente remarque, parce qu'en fait, avant trop peu cher, on fera du volume avec des gens qui forcément n'ont pas d'intérêt ou qui n'ont pas de respect pour l'offre que vous faites. Voilà. Pour l'autorépondeur, oui, vous pouvez aussi utiliser System.io qui est un très bon outil. J'ai utilisé pour certains produits aussi, System.io intéressant. Et c'est ton lien Facebook que ça rame avec System.io. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça, ce n'est pas une question pour moi. Voilà. Donc, je ne sais pas. Est-ce que vous avez une question?
Alors, est-ce que vous avez 3 conseils marketing de plus adaptés à l'économie sociale et Social et solidaire solidaire. et à l'entrepreneuriat social? Waouh! Est-ce que vous pourriez juste être un peu plus précis parce que c'est très, très large. Euh, que l'économie sociale et solidaire, ça regroupe énormément de choses. N'hésitez pas si d'autres personnes ont des remarques, hein, je suis vraiment à votre dispo. Alors, les entreprises ont un impact, disons. Je veux pas. Bon, bah, impact positif. Ah, Impact positif, je suppose. Oui, ok. alors ça, je pense que, en fait, moi, si j'avais comme ça, par exemple, un groupe sur, enfin, une activité sur tout ce qui est, je ne sais pas, aider les SDF ou aider les enfants en décrochage et tout ça, moi, personnellement, j'essaierais vraiment de jouer sur l'effet groupe et les réseaux sociaux en priorité pour avoir en fait l'effet boule de neige et pour dire, voilà, on est plusieurs, on se soutient. Pour moi, c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, quand on a une offre caritative, c'est compliqué d'avoir du budget, c'est compliqué d'avoir des gens. Par contre, les gens sont de bonne volonté, ils peuvent relayer. Donc, je me dirais, OK, comment je peux faire pour que mes offres soient plus visibles? Comment je ferais pour avoir de la viralité? Comment je peux engager les gens? Alors, il y a plein de trucs, hein, comme j'ai le groupe Facebook qui est vraiment, je trouve, très utile pour regrouper les gens sur des thématiques. Les pétitions à signer pour essayer de faire communiquer. Faire de la vidéo de clients, enfin de situations. Montrer à la vraie vie comment les gens sont embêtés, comment on peut les aider. Faire des offres qui sont vraiment très simples, si possible une offre à abonnement, avec, comme pour la Croix-Rouge, hein, ils cherchent vraiment, et les autres organismes cherchent vraiment à faire de l'abonnement parce que le one-shot, c'est compliqué. Par contre, c'est quelqu'un qui s'engage à un truc récurrent sur quelques euros, c'est toujours intéressant. Voilà. Et pourquoi pas aussi des relations influenceurs parce que tous les gens, en fait, aiment bien parler de choses qui sont sur la bonne cause. Et c'est les bonnes actions, tout le monde aime bien faire des bonnes actions, quoi. Voilà. Alors, une autre question. Pour le B2B, le plus important, LinkedIn est mieux que les autres. Oui, bah pour le B2B, moi, je pense que le réseau social le plus important, c'est LinkedIn. Facebook, moi, sincèrement, j'ai un peu lâché. C'est surtout pour le relationnel et garder le contact. Et c'est pour les groupes. La page a comme beaucoup moins de notoriété. Faut galérer. C'est plus au centre de mon activité. Facebook, pour moi, c'est Facebook Ads. C'est les groupes, c'est le réseau. Voilà, c'est vraiment là-dessus qui est le plus important pour LinkedIn, pour Facebook, etc. Et en fait, LinkedIn est un réseau qui est encore super ouvert, où il y a vraiment des opportunités, ça ne va pas durer, parce qu'en fait, même maintenant, on le voit, hein, il y a une telle masse de contenu, il y a tellement de messages qui se sont faits, ça devient de plus en plus compliqué, et les règles vont de plus en plus se durcir, et avoir de la visibilité sur LinkedIn va devenir de plus en plus complexe, et on va se retrouver dans un contexte type Facebook. Voilà. Je crois que j'ai répondu à quelques questions. Il est 11h57. Eric, est-ce que tu veux peut-être faire le petit tirage au sort? Allons-y. Donc, en fait, j'offre en Tu m'as fait dit que aujourd'hui ouais, c'est 2, c'est ça? ouais, 2 formations Star Marketing Academy. Donc, c'est 2 heures de nouvelles vidéos tous les mois. Il y a plein de formations, il y a plein de contenus, etc., etc. Donc, ça vaut 300 euros. Et je vous offre aussi à 2 d'entre vous la formation LinkedIn qui vaut 97 euros. Hein. Il y a plus de 10 heures de formation vidéo. Donc, voilà, vous pourrez regarder des petits tutos sur LinkedIn Helper, etc. Voilà. Ok. Donc, je vais tirer au sort des numéros sur les inscrits qui sont en ligne. Alors, je vais dire 3, 12. Donc, si je dis 3, c'est Hartmut, Monsieur Hartmut ou Madame Hartmut, je ne sais pas, je ne vois pas la fin du… Ensuite, je dirais 7, Fabienne, que je vois en ligne. Voilà, c'est Hartmut Frankowski, Fabienne. 11, Antoine Briand. Antoine. Et 15. Alors 15. Valérie Longérinas.
Il suffira de m'envoyer après les emails et puis hop, je vous enverrai les Alors, accès par mail. mettez ces 4 personnes-là vos mails dans la messagerie de droite. Comme ça, on va pouvoir rapidement vous envoyer ces éléments. Parfait. Donc, bah, ça, je le ferai directement un petit peu après la conférence. Voilà, j'ai donc Antoine Briand qui est là. Ok, très bien. Bah, écoute, merci à tous en tout cas d'avoir assisté à cet atelier qui était très complet, comme d'habitude, Alors, 12 Fred. heures, oui, il y a eu beaucoup d'infos. J'espère que vous arriverez à distinguer, à appliquer quelques petits trucs et astuces chez vous. Hein. Ouais, bon, on va leur envoyer également le support, donc ça va être utile de pouvoir se replonger sur le contenu, comme ça. Mais en tout cas, oui, beaucoup d'informations, beaucoup de travail à faire et toujours très intéressant. Merci Fred, en tout cas, de cette participation. Et puis, on se dit à bientôt. Et pour tous les entrepreneurs qui nous ont suivis, je vous souhaite donc un bon appétit et à un prochain atelier online. À très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.